bienvenue dans ce débat bruxellois consacré aujourd'hui à la nuit, ce moment où certains aspirent à se reposer, d'autres travaillent, et puis il y a ceux pour qui c'est le moment idéal pour faire la fête. Quelle conciliation entre les uns et les autres? Est-ce à la région d'harmoniser? Quelle offre festive à Bruxelles? Et quid de la sécurité? On a beaucoup de questions à poser à nos 6 candidats présents aujourd'hui. Avec nous, Fabien Minguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat sur la liste du parti Défi. Sophia Benani, bonjour. Vous êtes candidate pour la liste des engagés. Margot Deré, bonjour, députée sortante, et vous siégez pour le parti écolo. Loubna Asgoud, bonjour, vous êtes candidate sur la liste du MR. Mohamed Ouriagli, bonjour, vous êtes député sortant pour le Parti Socialiste. Et puis Manon Vidal, vous êtes candidate pour le PTB. Tout ce que vous direz sera écouté, analysé, observé par Geoffroy Fabré, journaliste bien connu de la radio RTBF. Vivacité, Geoffroy, on l'a dit, c'est un débat qui est transversal, qui couvre beaucoup de thématiques sous un même nom, celui de la nuit. Ah oui, beaucoup de thématiques, avec des avantages et des inconvénients de la nuit, les problèmes rencontrés la nuit, également le problème de sécurité. Je vais écouter attentivement ce qui va se dire ce soir. Il sera beaucoup question d'ambiance. Eh bien, je prendrai, moi, l'ambiance, comment les débats se déroulent. Est-ce qu'il y a des gros points d'accord, des gros points de désaccord, peut-être des clashs. Je reviendrai d'ici 1h20 pour vous débriefer tout ça et voir un petit peu ce qui s'est dit durant cette 1h20 de débat. Eh bien, merci Geoffroy. Rendez-vous dans 1h20. Et puis, vous allez maintenant avoir chacun la parole. Premier tour de parole, c'est un tirage au sort. Margot Deré, vous avez tiré le numéro 1. Alors, je vous demande en 30 secondes de me résumer une mesure qui se trouve dans le programme d'Écolo, qui concerne la nuit et qui ne se trouve nulle part ailleurs, qui donc vous différencie de vos concurrents aujourd'hui. Alors nous, on a mis dans le programme la question d'avoir du droit à la fête, notamment pour les jeunes, parce qu'on trouve que l'offre de fête est importante, qu'elle doit être à la fois diversifiée, mais aussi qu'on doit pouvoir faire la fête en sécurité. Et donc c'est une mesure qui vise aussi à rendre plus de justice, notamment aux personnes qui n'ont pas toujours des événements qui leur conviennent à la société, et aussi aux personnes qui peuvent parfois pas rentrer dans certaines soirées, se faire notamment exclure à l'entrée. Et donc ça, c'est une proposition qu'on a aussi pour se remettre un peu du Covid et toute cette période assez morose et de redonner de l'espoir aux jeunes. Allez, 30 secondes tout juste, Sophia Benani, une mesure dans le programme des engagés qui concerne la nuit qu'on ne trouvera pas dans les autres partis. Absolument, donc nous, Bruxelles fait face à un problème d'insécurité incroyable. Ne parlons pas donc du trafic de stupéfiants, du sentiment d'insécurité que les femmes, les jeunes, les parents peuvent ressentir. Nous, ce qu'on propose clairement, c'est une équipe de gardiens de nuit de la paix, en fait, de gardiens de la paix de nuit, qui seraient actifs dans les lieux de fête, à la fois donc dans les quartiers comme au centre-ville, comme à XL, qui sont des quartiers de sortie, et qui permettraient de soulager le travail de la police et de faire face aux difficultés sur ces lieux-là. On parlera évidemment sécurité. Manon Vidal pour le PTB, qu'est-ce qu'on retrouve dans votre programme qu'on ne trouvera pas ailleurs ? Justement, moi j'aimerais parler un petit peu du ras-le-bol, comme ont évoqué mes deux collègues maintenant, par rapport au sentiment d'impunité, notamment les agressions sexuelles que peuvent subir beaucoup de filles et de jeunes filles, malheureusement, quand elles sortent. Je pense que c'est pas normal qu'aujourd'hui, moi en tant que jeune fille de 24 ans, mes parents s'inquiètent encore quand je sors et je reçois plein de messages « T'es où, ça va, comment t'es rentrée, etc. » Justement, avec le PTB, on veut augmenter la présence d'humains, d'aide dans les lieux festifs. On veut des points violets. Très concrètement, c'est du personnel formé, accessible, à qui on peut demander de l'aide. On reviendra aussi sur ces propositions. Quatrième dans l'ordre du tirage au sort, Fabien Minguin pour le Parti Défi, une mesure qu'on trouve chez vous et pas ailleurs. On va retrouver par exemple la création du principe d'antériorité qui permet de dire quand on s'installe dans un quartier, s'il y a des normes d'urbanisme qui s'appliquent et s'il y a déjà des lieux de fête, on ne peut pas revoir via des nouvelles normes un principe notamment de tranquillité publique qui s'appliquerait. On pense évidemment au FUSE, où je crois qu'on n'a pas assez protégé une institution quand même décennale et qui a toute sa place dans un quartier. On reviendra aussi évidemment sur la coexistence entre les lieux de vie et les lieux de fête. Loubna Asgoud pour le mouvement réformateur, que trouve-t-on chez vous qu'on ne trouvera pas ailleurs? Alors le secteur de la nuit, c'est un secteur économique qui permet à des milliers de familles de vivre. Et donc nous, on veut vraiment valoriser ce travail-là et ce secteur de la nuit, lui donner du souffle. Et justement, en baissant les charges fiscales, en baissant les charges fiscales sur le travail et
pour les entrepreneurs de pouvoir justement valoriser le travail à travers ces mesures-là et permettre justement de dégager des recettes qui nous permettront de diminuer les charges fiscales. Même pas 30 secondes, 26 secondes précisément, Mohamed Ouriagli, 6e au tirage au sort. Qu'est-ce que vous proposez au Parti socialiste qu'on ne verra pas ailleurs ? Au Parti socialiste, on propose un peu dans le programme un peu de tout, puisqu'on l'a élaboré avec les militants et il est assez complet. Je n'ai pas été voir les différences avec les autres partis, mais ce que je peux dire, par exemple, qui me vient à l'esprit, c'est sécuriser les transports en commun dans la nuit et instaurer, par exemple, un bouton d'urgence pour pouvoir dénoncer les harcèlements et voilà. Une mesure dont on parlera d'autres. Évidemment dans quelques instants, puisqu'on parlera de la mobilité la nuit. Mesdames, messieurs, vous avez préfacé ce débat. Lui aussi le fait. Chaque jour, il se promène dans Bruxelles, il se filme et il vous pose des questions ici, des questions d'un événement qui a fortement marqué l'actualité récemment et que vous avez évoqué aussi. C'est Thomas Dufrane. On est dans le quartier du cimetière d'Ixelles, un quartier bien connu des fêtards, des étudiants pour ses nombreux bars, ses établissements dansants et un quartier qui a fait la une de l'actualité ces dernières années pour des faits de violence sexuelle. S'en est suivi une onde de choc dans l'Horeca et les bars de nuit bruxellois avec un mouvement Balance ton bar qui a émergé et qui a suscité énormément d'indignation. Il y a des études qui ont été lancées et selon l'une d'elles, 4 femmes sur 10 disent avoir subi des attouchements en soirée. C'est absolument énorme. Il y a eu tout un travail effectué par l'Horeca, mais que l'Horeca doit-il encore faire? Quel travail a-t-il déjà effectué? C'est les questions, Michel, que je pose à vos invités. Manon Vidal, le mouvement Balance ton bar, vous avez participé à le rendre visible dans les médias. Vous trouvez qu'on est allé au bout de ce qu'on devait faire immédiatement après? On a bien avancé ou pas? Effectivement, moi c'est un mouvement qui me tient particulièrement à cœur parce que j'étais dans les étudiantes qui ont participé à vraiment lancer le mouvement, à vraiment mettre le doigt sur cette impunité dans le monde de la nuit. Et je peux vous dire que sur le terrain, là maintenant, 3 ans plus tard, les choses n'ont en fait pas changé. Il y a toujours le sentiment d'insécurité qui existe. Quand on est une jeune fille qui sort, je l'expliquais tantôt, effectivement, nos parents s'inquiètent, nos copines s'inquiètent. Et donc nous, ce qu'on veut vraiment mettre en place, c'est justement plus de présence humaine sur le terrain, à qui on peut vraiment demander de l'aide. Et donc ce point violet que j'expliquais tantôt, c'est des points reconnaissables. Ça existe déjà en Espagne. Et alors, c'est du personnel formé vers lequel on peut se tourner en cas d'agression. Les témoins peuvent aussi se tourner vers ce genre de professionnels. Margot Deré, il y a quand même eu toute une série de réactions, notamment du monde politique. Vous dites, vous, à Écolo, on a fait ce qu'on pouvait, en tout cas dans le temps qui nous était imparti, dans l'urgence, qui était celle d'un mouvement que personne n'avait vraiment vu venir, soyons honnêtes. Alors, en tant que femme, je pense que moi, je l'ai vu venir. Et à mon avis, je ne suis pas la seule. Donc, c'est sûr que chez Écolo, nous, il y a quelque chose qui est inadmissible, c'est de se dire que la sécurité des personnes, quand elles sortent, et notamment des femmes, repose sur elles-mêmes. Ça, c'est quelque chose que l'on pense qu'il faut vraiment solutionner en termes de société. Alors, il y a eu 2 types de mesures qui ont été prises au lendemain de Balance ton bar. Il y a d'abord eu des mesures, disons, one-shot, qui ont été dégagées notamment à Ixelles pour faire une enquête de terrain et comprendre le phénomène. Et par exemple, réaliser que beaucoup de filles qui étaient concernées par ce harcèlement étaient en fait mineures, ce qui faisait qu'elles n'allaient pas, par exemple, à la police et toute une série d'autres caractéristiques de ces violences-là. Il y a aussi eu des budgets qui ont été dégagés à la fois pérennes et plus one-shot pour financer toutes ces associations qui travaillent sur le terrain, qui font de la sensibilisation, etc. Et alors, une idée que moi j'aime bien et qui a commencé à être mise en place, c'est celle d'avoir une care team pour Bruxelles, et donc des personnes formées qui vont d'un événement à l'autre et qui, justement, servent un peu d'intermédiaire pour pouvoir aller au contact du public. Et effectivement, je pense que tout n'est pas résolu parce qu'il reste des problèmes de mentalité qui vont mettre du temps à bouger. Mais aujourd'hui, en Belgique, par exemple, si vous êtes victime de violences sexuelles, vous avez à moins d'1 heure de chez vous un centre d'accueil pour les victimes, et ça, avant, ça n'existait pas. Mohamed Ouriagli, vous êtes élu à la ville de Bruxelles, vous avez même été chefin là-bas, on entendra après aussi Fabien Minguin. Voilà, par rapport à ce qui a été mis en place par les pouvoirs publics directement après, vous estimez qu'on a fait ce qu'on pouvait, ou vous reconnaissez, comme le demande Manon Vidal, que ça ne va pas assez loin? Non, on doit encore travailler là-dessus. Donc le mouvement Balance ton bar, je crois qu'il venait juste au bon moment. Ça a pu accélérer les politiques dans ce sens-là, mais il y avait déjà des choses qui se sont mises en place, surtout chez nous à la ville de Bruxelles, où on avait désigné une spécialiste des tranquillités publiques, donc une manager de la tranquillité publique, qui avait déjà travaillé sur le dossier. Sur la sécurité? Sur la sécurité, et parce qu'il y a eu ce mouvement-là, et d'ailleurs je suis bien content de la personne qui avait lancé sur Instagram ce mouvement-là,
grâce à elle, on a pu signaler plus facilement en fait, les cas. Il y a eu même une augmentation de 20% de cas qui ont été signalés depuis lors. Et on a pu, effectivement, au niveau de la région, accélérer les processus. Mais on va aller jusqu'où ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce que là, il y a eu un appel à projet, par exemple, qui a été mené par la région, parce qu'en plus de ce que les Care Team qu'elle a expliqué, il y a eu l'appel à projet où on a mis en place le EVA. Et ça, c'est au niveau de la police, les inspecteurs et les inspectrices spécialisés qui puissent vraiment dénoncer en fait, et prendre en charge toutes ces violences, ces harcèlements à l'égard de ces femmes. Fabien Minguin, Thomas Dufrane posait la question de la réaction du secteur Horeca. À un moment donné, ce sont des opérateurs privés. Voilà, vous estimez qu'ils ont réagi comme il le fallait ? Est-ce qu'ils ont été accompagnés comme il le fallait ? Et est-ce que finalement, on a fait le bilan de ces 610 000 euros d'aide qui ont été débloqués ? Mais il y a eu une réaction forte du monde de l'Horeca qui, effectivement, a voulu mettre fin à ces pratiques. Et Tréville, avec la ville qui concentre quand même énormément des lieux de nuit, même si c'est parti du cimetière d'Ixelles que je connais bien, pour avoir travaillé à la Bastoche, lieu emblématique, il y a eu une prise de conscience et un plan, non rien sans mon consentement, à la ville, élaboré effectivement avec la Fédération de la nuit, pour justement mettre en place des structures spécifiques dans les bars, comme des agents responsables, des points relais, des safe zones lors de grands événements. Donc il y a déjà eu des mesures. Maintenant, le vrai travail, il est à faire chez les hommes. Il faut un vrai changement de charge mentale, de comportement, que les hommes arrêtent d'avoir des comportements qui sont délictueux et qu'à un moment, les femmes puissent se sentir en sécurité. Et le reste du travail, ce sera d'abord un travail de justice. Aujourd'hui, il n'est pas normal qu'autant de femmes n'osent pas aller porter plainte ou que quand elles portent plainte, il n'y ait pas un vrai suivi de la justice. Parce que le parquet manque de moyens, parce que le parquet n'en fait pas une priorité en termes de suivi des dossiers. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, il est là d'abord et avant tout que les hommes changent leur comportement et que quand il y a des comportements délictueux, ils soient effectivement poursuivis, que les femmes aient confiance dans la justice aussi pour mettre fin à ce genre de comportement. Loubna Asgoud, vous avez, comme Margot Doré l'a dit, vous avez vu venir ça ou cette ampleur, elle vous a quelque part quand même surprise ? On était avec des manifestations, avec des réactions, des demandes, d'explications même de la part tant des pouvoirs publics que de gestionnaires privés. Alors, mais moi, je viens de la société civile, donc voilà, et je suis féministe. Et donc, dans tous les mouvements féministes dans lesquels j'ai participé, c'est quelque chose qui était connu. C'était quelque chose qu'on entendait. Et moi, quand j'ai vu le mouvement Balance ton bar, j'étais très contente de voir que ces jeunes femmes se sont organisées et qu'elles ont eu l'espace de libérer la parole. Qu'est-ce qu'on doit faire dans les années à venir ? Mais dans les années à venir, je crois que mes collègues ont dit déjà pas mal de choses. Je pense, Margot a parlé de subsides justement aux associations. Je pense que ces subsides-là doivent pouvoir être pluriannuels. Il faut permettre aux associations de mener leur travail correctement sur le terrain. On doit pouvoir aussi former nos policiers. Il y a des choses qui ont été faites, mais on doit pouvoir continuer à former les policiers justement au harcèlement de rue, aux violences faites aux femmes et justement à ces violences aussi qui sont faites dans les bars. Former aussi, on a une proposition pour pouvoir former de manière digitale, gratuite et certifiée les travailleurs justement du secteur de l'Horeca et de désigner par lieu un référent. Donc ça, c'est aussi pour que les femmes puissent se sentir en sécurité. Il y a des choses qui existent déjà. Une possibilité ? C'est une possibilité parce que je pense que ce n'est pas à nous d'obliger le secteur privé à faire des choses, même si aujourd'hui c'est organisé aussi au niveau de la Fédération Bruxelles by Night, c'est organisé aussi au niveau du Conseil de la nuit. Et donc il y a des choses qui bougent aujourd'hui. Les pouvoirs publics doivent pouvoir aussi soutenir ces initiatives. Sophia Benani, est-ce que c'est aller assez loin ? Qu'est-ce qu'on doit faire dans les années à venir pour que ces jeunes gens, essentiellement des femmes, se sentent en sécurité ? Je vous donne les chiffres. 26% seulement des femmes se sentent en sécurité en boîte de nuit, 21% en rue. Avec les engagés, qu'est-ce qu'on mettrait en place pour les années à venir ? Je vous donne un autre chiffre. 9 femmes sur 10 ont été victimes de harcèlement de rue et ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, si vous êtes une femme, je vous mets au défi d'aller vous balader à 1h du matin sur le piétonnier en mini-short et en débardeur. Je ne suis pas convaincue que vous allez pouvoir être tranquille. Aujourd'hui, il y a un défaut de sécurité. Alors, on va pas revenir sur le débat de la sécurité, qui était le débat il y a 2 jours, mais il manque des policiers à Bruxelles. Outre le fait qu'il manque des policiers, il faut, à un moment donné, revenir vers une police de proximité. Une police qui connaisse son quartier, une police qui connaisse les bars, les restaurants, les Horeca, de sorte que, à un moment donné, si un patron de bar voit quelque chose qui ne va pas, perçoit qu'au sein de sa structure, il y a quelque chose qui ne va pas, il puisse directement contacter son policier de proximité. Premier élément. Et deuxième élément, enfin, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de maintenant demander des casiers judiciaires aux personnes qui travaillent dans ce type de structure. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, s'il y a un problème, ce n'est pas un truc qui est naissant.
ok ? Il y a peut-être eu des antécédents. Et là, on doit prendre nos responsabilités. Et je crois que l'ORECA aussi doit prendre ses responsabilités dans ce sens-là. Je posais la question de l'obligation. Est-ce qu'il faut imposer pour des événements importants, type des festivals, il y en a beaucoup à Bruxelles, un cadre légal de personnes aidantes et avec quel profil ? Qui estime que oui, il faut rendre ça obligatoire ? Chez les filles, on nous dit oui. On le fait déjà à la ville. Quand on donne les autorisations aujourd'hui pour des grands événements... Est-ce qu'on doit aller plus loin dans ce cadre-là, Manon Vidal ? Bien sûr, je pense qu'on doit vraiment c'est ce que demandait une militante et bénévole dans le plan Sacha, en fait. Elle le disait dans le journal. Bien sûr, je crois qu'on doit vraiment insister sur, comme je disais tantôt, la présence humaine. On a vraiment besoin, je rebondis un petit peu sur le bouton dans les transports, je pense que c'est un premier pas, mais on a vraiment besoin qu'il y ait des gens qui soient là, qui soient vraiment sur le terrain, vers qui on peut se tourner en cas de problème. Parce que c'est très rassurant. Même avis au mouvement réformateur, ou bien il y aurait, craignait cette bénévole qui exprimait le risque d'une forme de washing. Elle citait du greenwashing. On dit qu'on a le label, on dit qu'on fait des choses en place, mais en fait on ne propose rien de sérieux. Donc c'est pour ça que je pose la question de l'obligation et d'une forme de certification d'être proposée finalement aux jeunes. Qu'est-ce qu'on en dit au MR et puis les engagés ? Mais je pense que justement, au MR, forcément, on plaide beaucoup pour la sécurité à Bruxelles. Donc oui, forcément, il faut pouvoir sécuriser les lieux. Et comme je l'ai dit, pouvoir avoir une formation certifiée des personnes qui travaillent dans les milieux de la nuit. Aux engagés, on est prêt à rendre obligatoire une forme d'accompagnement, d'aide pour les personnes dans des festivals ? Absolument, oui. Et comme je vous l'ai dit lors de ma proposition originale, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait vraiment une équipe de gardiens de la paix de nuit qui se balade dans les quartiers, qui est là, qui est en lien et en contact avec le milieu de l'ORECA, le milieu festif, de sorte que on puisse avoir, à un moment donné, un sentiment de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, même après le mouvement. Mohamed Ouriagli, est-ce qu'il faut et est-ce qu'on a évalué correctement ces 610 000 euros qui ont été débloqués sous forme d'aide ? C'était une aide qui venait de différentes instances ministérielles bruxelloises, VGC, région bruxelloise, COCOF. Est-ce qu'on a vraiment été dans l'analyse de l'efficacité finalement ? Et puis on posera la même question à Margot Deré. Oui, mais parce que vous êtes je crois qu'il faut aller plus loin. Trésor, donc, je pense qu'il faut aller plus loin. Donc, ce qu'on dit là, on est pratiquement tous d'accord. Il faut effectivement encadrer les événements. Donc, il y a les événements dont vous parliez. Là, il faut pouvoir les accompagner. Et effectivement, au moment où on octroie une autorisation pour un événement, il faut la conditionner, en fait. Il faut la conditionner, en fait, à différentes choses, notamment l'accompagnement des personnes qui travaillent là et les former, surtout. Et puis après, il y a les bars. Il y a les bars, les clubs et compagnie. Ça... Chez nous, dans le centre-ville, quand je dis chez nous, c'est la ville de Bruxelles, il y a une charte, on a mis en fait une charte de la nuit, du monde de la nuit, depuis 2019. Donc il y a un vrai accompagnement qui se fait avec tous les bars. On parle avec tous les bars et tous les clubs où il y a différents points. Il y a notamment... Elle est contraignante pour l'ORECA ? Oui, tout à fait. Elle est contraignante. Ils s'engagent. Donc ils s'engagent, ils la signent et ils s'engagent. Mais c'est pour ça... Sous peine de quoi ? Peine d'amende ? Je vais vous donner un exemple. Les bars, par exemple, ils peuvent ouvrir 24 heures sur 24. Margot Deré. Quand il n'y a pas un permis d'environnement, ils peuvent ouvrir le bar 24 heures sur 24. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais grâce à cette charte, on ferme certains bars à 2 heures, 3 heures du matin, 4 heures du matin. On reviendra sur la coexistence lieu de vie de cette. Margot Deré, sur les subsides qui ont été octroyés, parce qu'à un moment donné, c'est ça ce que peut faire aussi le politique, c'est développer des lignes de budget, débloquer des montants. Est-ce qu'on a fait le contrôle de l'efficacité de ces mesures-là au Parlement, au-delà de l'effet d'annonce qu'on a relayé, nous les médias ? Donc voilà, mais maintenant c'est l'heure du bilan. Alors il faudra demander ça aux associations, mais je pense que majoritairement elles sont soulagées. C'est les médias régionaux, vous êtes député. Oui, bien sûr, mais elles sont soulagées surtout parce qu'il y avait énormément de demandes et qu'elles avaient peu de moyens pour y répondre. Ça a aussi été doublé au niveau de la Fédération Nuit-Bruxelles, notamment tout ce qui est subside au plan Sacha en festival. Et je pense que c'est vraiment... le besoin est tellement grand, si vous voulez, que l'entonnoir est encore assez large. Et je pense qu'on pourrait en effet les pérenniser et faire de ces dispositifs-là vraiment des réflexes en matière d'événementiel en général. Alors Mohamed Ouriagli évoquait l'idée d'une charte. Est-ce qu'il y a aussi des restaurateurs, des gérants de clubs qui nous tiennent ? On peut les contraintes, ça reste aussi un secteur privé, Fabien Minguin, et qui est économiquement est compliqué à maintenir. Donc on peut aller encore plus loin dans la contrainte, et puis après on passera à un autre sujet. Et moi je préfère travailler main dans la main avec le secteur privé, et je le redis, ils ont eu conscience, vraiment, moi je connais beaucoup de patrons d'établissements nocturnes qui, quand d'ailleurs le mouvement Balance ton bar, se sont dit mais enfin, tous les bars sont pas à mettre, et c'est le problème des clients. C'est pas parce qu'ils se sont voilés la face pendant longtemps que tout à coup ils ont pris conscience de... Moi je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience, c'est vrai, alors tardive, d'une partie du monde de la nuit et du monde de l'ORECA, mais
le but, c'est vraiment ça, de travailler ensemble à améliorer. Mais je le dis, et s'il y a sans doute une évaluation à faire, je trouve, dans les subsides qui ont été donnés, c'est comment est-ce qu'on travaille sans doute plus aussi à travailler à former les hommes. Je dis, il y a un changement de comportement qui doit avoir lieu. Travailler à aider les femmes à se protéger, à avoir les bons réflexes, c'est une bonne chose, mais il y a un travail culturel à faire chez un certain nombre d'hommes pour leur expliquer qu'il y a un certain nombre de comportements qui ne sont plus admissibles dans la société et qui surtout sont des délits. Point. Il n'y a pas à avoir ce genre de comportement si on veut que les femmes se sentent en sécurité. Je me tourne vers le côté opposition de la table. Sur l'aspect contraignant, est-ce que voilà, vous êtes rassurés? Est-ce que vous voudriez qu'on aille plus loin? Manon Vidal qui n'a plus la parole depuis quelques minutes. Oui, comme je disais tantôt, exactement. Enfin, je pense qu'on doit vraiment renforcer. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais ce que je constate, c'est que les chiffres restent quand même assez alarmants. Le vécu sur le terrain, le ressenti des jeunes, des femmes en général, n'a quand même pas tout à fait changé. Il y a encore beaucoup de méfiance, il y a encore beaucoup de peur, malheureusement. Et donc oui, on doit encore continuer de se battre par rapport à cette impunité. Alors vous évoquiez des mesures dans la Steve à bouton d'air, mais d'autres mesures encore avant qu'on avance dans le débat sur Bruxelles la nuit. Justement, dans les transports, je pense que c'est très intéressant de... On parlera des transports, vraiment sur la gestion des lieux de fête, des événements, on a dit obliger une présence humaine, d'aide. Il y a d'autres choses que vous portez au PTB? Oui, exactement. Donc toute cette question, je trouve que de l'aide, je tape un peu sur mon point, mais je pense que c'est vraiment très 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 important d'avoir vraiment des personnes vers qui on peut se tourner. Parce que souvent, on nous donne un mail, un numéro. Je pense qu'on doit vraiment avoir des êtres humains face à nous. Et je rejoins un tout petit peu l'intervention des engagés sur la présence de la police de proximité sur le terrain. Ça, je suis vraiment 100% d'accord avec ça. On doit avoir une police de terrain, qui connaît les habitants, qui connaît les lieux et qui met en confiance aussi. C'est possible de connaître les fêtards, les gens qui bougent, ils donnent rendez-vous pour un anniversaire, ils viennent peut-être de l'autre côté de la ville, ça c'est compliqué. Non, mais c'est possible de connaître les structures. Okay. On voit directement les structures qui sont un peu plus défaillantes, les structures qui sont beaucoup plus organisées, et on peut donc faire un travail local et un travail de terrain en même temps. Margot Deré, vous vouliez réagir là-dessus? Mais là-dessus, c'est de me rendre compte qu'il y a quand même déjà eu beaucoup de cas d'établissements qui étaient mis en cause, notamment aussi pour des faits de racisme, par exemple, où on ne laissait pas rentrer certaines personnes et autres. Et à ce stade, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose au final, et qu'on ne contrôle pas, il n'y a pas à un moment donné des actions fortes qui sont prises contre ces établissements-là. Pourtant, c'est bien illégal comme manière de procéder. Et c'est un point qu'on abordera, ce sont les contrôles aux faciès à l'entrée des boîtes de nuit. Lubna Azgoud, sur vraiment les contrôles, est-ce qu'on peut imposer à l'ORECA? Parce que c'est ça la question que je pose à l'instant. Mais moi, je pense, comme disait Fabien, qu'il y a quand même déjà une vraie prise de conscience du secteur aussi. Moi, j'ai rencontré pas mal de patrons d'établissements avant ce débat et ils avaient mis beaucoup de choses en place déjà. Donc, je pense qu'il faut travailler main dans la main. Il y a une fédération qui existe aujourd'hui. Il y a des choses qui sont mises en place. Nous, on plaide pour un bourgmestre de la nuit qui est déjà présent aujourd'hui dans le Conseil de la nuit. Donc, voilà, c'est de pouvoir vraiment donner les moyens à ce Conseil de la nuit de faire les choses et de faire les choses ensemble. Alors, on va avancer dans le débat, mais très brièvement, l'idée d'un bourgmestre de la nuit, qui serait prêt à suivre le MR là-dessus? Le PS, pas trop? Non, parce qu'il y a déjà un service. Par exemple, on a un service de la tranquillité, il y a 20 personnes qui travaillent là. Okay. Je pense que ça, c'est des vrais relais. Un peu plus qu'une personne qui serait indépendante et qui viendrait rapporter. Ça fait partie du Conseil de la nuit déjà aujourd'hui. On renforcerait un peu ce qui existe aux engagés, on est moyennement convaincus. Soyez vraiment très bref parce qu'on va évoquer la suite. Le problème, c'est que nous, aux engagés, ce qu'on a envie, c'est d'épurer complètement la région bruxelloise, ses multiples institutions, donc on ne va pas en rajouter une autre. Donc, cette institution existe déjà. Donc, on va parler justement des relations entre les riverains et les tenanciers et les lieux de fête, parce que c'est aussi un point important. Et pour ça, on va retrouver Thomas Dufresne. On a le temps d'un petit jingle pour que tout le monde se taise, s'il vous plaît. Donc Thomas Dufresne, c'est notre reporter tout-terrain. Il se promène partout dans Bruxelles à chaque fois qu'on fait un débat régional. Et ici, il est allé dans un quartier festif. Et ça n'est pas la ville de Bruxelles. Et non, messieurs Ouriagli et Maga, il y a d'autres endroits à Bruxelles que la ville et le centre où on peut faire la fête. On vous retrouve, Thomas Dufresne. Vous êtes allé un peu plus loin que le cimetière d'Ixelles. On est à Ixelles, le quartier Flaget, un quartier bien connu des noctambules et des fêtards de toute la région bruxelloise. Il est environ 21h30, le quartier commence à s'animer et il restera bien animé jusqu'aux petites heures du matin. Alors comment faire la balance entre la quiétude des riverains, parce que c'est un quartier densément peuplé, et la vie de nuit, la vie des bars, des orecas? Eh bien cette question, le Fuse en a fait les frais il y a quelques mois. Il a dû fermer parce que des riverains se sont plaints de nombreuses nuisances. Comment faire la balance entre la vie nocturne et la quiétude des riverains? C'est la question que je pose, Michel, à vos invités.
Voilà, alors on l'a dit, il y a beaucoup de quartiers où on peut faire la fête à Bruxelles. Ici, Thomas Dufresne posait la question de la coexistence entre les lieux de vie et les lieux de fête. Lubna Azgout, qu'est-ce qu'on propose OMR pour que finalement des quartiers où certains sortent et d'autres vivent, la cohabitation soit bonne? Alors Bruxelles, c'est une ville internationale, c'est une ville dynamique, il faut qu'elle puisse rester attractive. Et c'est une ville aussi où il y a beaucoup de jeunesse et où on aime faire la fête. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de Bruxelles. Et donc concrètement, comment on fait pour que les uns puissent faire la fête pendant que d'autres veulent dormir? Exactement. Par contre, c'est une ville aussi... on ne peut pas faire que la fête, il y a aussi des riverains qu'il faut pouvoir respecter. Et donc c'est vraiment de trouver le bon équilibre entre faire la fête et permettre aux familles de vivre dans un quartier tout à fait apaisé. Et donc là, je pense qu'il y a certainement débat. Et nous, on plaide pour ça, donc de pouvoir avoir un équilibre entre les lieux de fête. Est-ce que c'est à la région de fixer des normes ou est-ce qu'on doit laisser une latitude aux communes? Parce qu'on voit qu'il y a des normes régionales et puis il y a des exceptions, des dérogations qui sont données. Qu'est-ce qu'on dit dans Mais il y a des choses qu'on peut faire. Hein. Donc, je sais que là, au Parlement, il y avait sur la table le code Agents of Change. Et donc, ça permet aussi, par exemple, par rapport aux normes de bruit, par exemple, avoir par exemple, l'exemple du fuse, ça c'était vraiment le grand exemple, pour les nouveaux arrivants, pour les nouveaux promoteurs, de pouvoir, pour ceux qui arrivent, de mettre leur bâtiment aux normes et pour garder aussi ces institutions finalement au niveau de Bruxelles, puisque finalement ça fait aussi partie du patrimoine culturel de Bruxelles, donc c'est aussi important. Et ça dépend les lieux, il y a le centre-ville, mais après il y a d'autres lieux. Vous avez encore la parole là-dessus, on a compris votre volonté d'équilibre. On ira du côté de la ville de Bruxelles, mais moi je voudrais demander aux engagés, Madame Benani, vous êtes aussi une élue locale. Qu'est-ce que vous préconisez? Parce que je vous l'ai dit, quand on a annoncé le débat Bruxelles la nuit, on a été contacté par des riverains d'un peu partout et qui nous ont dit il y a des normes et les communes donnent des dérogations. Est-ce qu'il faut que la région ait plus la main? Est-ce qu'il faut que la région soit plus stricte ou au contraire que les communes aient la main pour pouvoir peut-être mieux protéger les quartiers qu'elles connaissent mieux? Alors moi je pense qu'à un moment donné il faut respecter la loi, c'est-à-dire qu'il y a des normes de bruit. Et quand on est bruxellois et qu'on vit à Bruxelles, à un moment donné on paie son loyer, ça traite cher, donc on doit pouvoir avoir une qualité de vie. Mais néanmoins, il ne faut pas pour autant déplacer les lieux de fête. C'est-à-dire qu'il faut respecter les lieux de fête, mais il faut les isoler. Et c'est pourquoi nous proposons chez les engagés qu'à un moment donné, on permette un crédit à un taux zéro via une aide régionale permettant l'isolation des lieux, de sorte que tout le monde puisse cohabiter ensemble. Il faut un dialogue avec les riverains, il faut un dialogue, quelque chose qui se construit sur le long terme, mais il ne faut pas opposer les gens, il faut faire vivre ensemble. On va entendre les deux élus de la ville de Bruxelles, mais Margot Dery, on l'a dit, le bruit, c'est une forme de pollution. Ça vous inquiète à Écolo? Qu'est-ce qui prime? Le droit à la fête ou le droit au calme? Alors, on essaie de ne pas mettre en compétition ces différents droits, surtout que, comme je le disais, on a envie de construire un droit. À un moment donné, quand des gens veulent faire la fête, quand un exploitant veut développer son commerce et que des gens veulent dormir, il faut faire des choix. Bien sûr, et donc il y a ce droit à la fête d'une part, ce droit à avoir une qualité de vie et de la santé, parce qu'en fait, les questions de bruit, c'est aussi des questions de santé. Et donc, je pense que c'est effectivement des normes qui doivent servir de boussole là-dedans, et de la concertation aussi de terrain. Et ça, effectivement, les communes sont très bien placées pour le faire. Ce que nous, on aimerait développer davantage, c'est, comme ça a été fait notamment suite à cette question du fuse, c'est d'avoir cette question de l'antériorité qui vient. Et donc en fait, une personne qui vient, qui achète un bien juste à côté d'un lieu de fête qui est là depuis très longtemps et qui tout à coup le fait fermer, ça c'est pas très respectueux de l'esprit, on va dire. Mais par contre, effectivement, si tout à coup il y a une boîte de nuit qui ouvre un endroit, un quartier résidentiel, bah là l'antériorité est plutôt résidentielle et donc on peut un peu adapter et toujours bien concerter ça avec les personnes sur le terrain. Je pense que c'est important. Manon Vidal, avant que le PSC défie une explosion dans les starting blocks, mais qu'est-ce qu'on propose au PTB? Qu'est-ce qui doit primer? La fête pour, j'allais dire pour les jeunes, mais non, on peut aussi faire la fête quand on est plus âgé, ou la tranquillité des riverains, quel que soit leur âge? Mais je rejoins un petit peu, je pense qu'on ne doit pas non plus... mais parce que tout le monde me dit on doit faire l'équilibre, oui, mais à un moment donné, on va trancher, et on le verra d'ailleurs dans un instant, il y a des gens qui font la fête dans des endroits qui sont agréés, et des gens qui disent moi je ne m'entends plus, et voilà. Mais justement, je pense que pour ça, c'est important que les lieux de fête, les lieux dédiés à la fête restent des lieux vraiment dédiés à la fête. C'est-à-dire que si on ferme tous les bars à 22h,
les personnes vont se déplacer dans d'autres endroits pour continuer à faire la fête finalement sur les places, etc. Et donc rencontrer des publics qui ont peut-être moins envie de faire la fête, par exemple des familles, je ne sais quoi. Mais donc donc ça, on doit absolument garder ces lieux-là prévus, pour les bars, etc. Donc pas tous aux endroits déjà consacrés. Exactement. Et tout en éventuellement... évidemment, par rapport aux riverains, ça c'est un vrai enjeu, effectivement, quand on vit à côté. Nous, on a tout un plan avec le PTB, justement, d'isolation des bâtiments. Donc, d'une part, pour les enjeux climatiques, évidemment, qu'on connaît, mais aussi, d'autre part, on pourrait très bien penser à de l'isolation sonore, mettre du triple vitrage, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important, l'isolation, évidemment, des lieux aussi de fête. Oui, quand les gens sortent en rue, quand ils sortent d'un bar, si on ferme les bars à 22h, ça fait aussi du bruit en rue. C'est un élément dont on doit tenir compte. Mohamed Ouriagli, vous avez déjà évoqué un élément de réponse, c'est une charte. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Soyons prospectifs, des choses qu'on pourrait mettre en place, par exemple, dans la législature à venir. Tiens. Mais je crois qu'on se rejoint tous. Oui. Donc tout le monde dit il faut qu'on puisse dormir et faire la fête. Et le droit à la pour que fête, ce soit faisable. Je pense qu'il ne faut pas les confronter. Okay. Donc ça se résout par la concertation. Et effectivement, j'ai parlé de manager de tranquillité publique. Ça, c'est un outil qui peut vraiment aider à la concertation. C'est ce qu'on fait régulièrement. On a cité le Fuse, là, tout à l'heure. Eh bien, effectivement, ça, c'est un bon exemple, le Fuse. Le Fuse, il y a une plainte qui est arrivée à Bruxelles Environnement, et puis on l'a fermé, et puis par la concertation avec le plaignant, finalement, le bourgmestre est arrivé à pouvoir réouvrir le Fuse. Après, il y a une autre plainte avec une personne qui est venue habiter récemment, juste à côté du Fuse, contre le Fuse, et qui a fait des mesures et qu'effectivement, il y a un vrai souci. Et là, il y a une réaction au niveau du gouvernement où il y a un projet d'ordonnance qui a été déposé sur la table mais qui n'est pas passé, mais on aimerait bien qu'il puisse passer, en tout cas lors de la législature prochaine. C'est ce qu'on a expliqué là tout à l'heure, tu l'avais bien expliqué, Loubna, c'est venir habiter à côté d'un endroit qui fonctionne depuis 50 ans. En fait, c'est un peu ce qui se passe à Zaventem, venir habiter à côté de l'aéroport et venir se plaindre par après qu'il y a du bruit. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut absolument trouver une solution. Et ce genre de projet de loi existe. Ça existe à Barcelone et à Paris. Donc, je pense qu'on peut s'inspirer de ce qu'on fait ailleurs. Il y a quand même aussi une difficulté parfois à développer des commerces. On peut imaginer quelqu'un qui avait un café, puis tout à coup, il commence à avoir des clients, ça marche bien pour lui. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là, Fabien Minguin ? Je crois qu'il y a aujourd'hui clairement, effectivement, une tension entre les législations régionales sur le bruit, le PRAS, qui ont un peu unanimement consacré les quartiers de logement sans tenir compte au fait qu'il y avait une cartographie de la fête. Et c'était l'ordonnance bruit, une ordonnance portée par Mme Frémaux à l'époque, qui, pour l'instant, n'est pas réaliste sur le lieu de vie. Et effectivement, un quartier résidentiel à Woluwe-Saint-Robert n'est peut-être pas la même chose que le quartier de la Porte de Halle, juste à côté du Fuse. Moi, j'étais m'installer là. C'est une réalité. Et donc, je crois que oui, il y a une réflexion à avoir sur un certain nombre de normes régionales, parce que c'est un peu facile de dire la région finalement met des normes très dures et protège les habitants, et puis au bourgmestre de déroger et de se débrouiller pour assumer la vie en ville. Et donc moi je crois qu'il y a moyen aujourd'hui de revoir un certain nombre de législations régionales pour consacrer le droit à la fête. Je suis heureux d'entendre qu'Ecolo le défend, parce que quand on a eu les soucis entre le Fuse et Bruxelles Environnement, le problème, ça a été ça. Ça a été un ministre qui ne s'est pas chargé avec son administration de dire, attendez, il y a une conciliation à trouver entre un lieu culturel emblématique, qui existe depuis longtemps, et effectivement un équilibre à trouver sur la vie de quartier. Et donc moi je crois que oui, il y a sans doute un certain nombre de législations à revoir pour trouver et marquer cet équilibre dans les législations. Fabien Minguin vient de charger les engagés et Écolo. Qui veut répondre d'abord aux engagés? On peut charger un peu sur les engagés. Allez, on dit comme ça, Mme Delany aura la parole. Ouais. Donc déroger à la règle, c'est la loi. Hein. Donc c'est conforme à la loi. Hein. Donc c'est dans l'ordonnance. Quand le bourgmestre déroge à la règle, c'est dans la loi. On a été irréaliste, disait M. Minguin, chez anciennement les engagés, le CDH. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi son parti, qui était autour de la table, n'a absolument rien dit. Voilà, allez, non, hop, la parole à Écolo. Qu'est-ce que on avait quand même eu le sentiment, puisqu'on parle du Fuse, que entre l'administration et le cabinet du ministre, ça se parlait pas, ça n'allait pas. Il y a eu un twist. Un twist, je ne dirais pas, mais en tout cas, effectivement, on ne peut pas reprocher à un ministre de protéger la santé quand il est ministre de la Santé et qui doit mettre en place et mettre en œuvre des normes de bruit. Je crois que le dossier s'est bien fini et c'est peut-être la meilleure manière de prouver que ce n'était pas si mal géré. Pas tout à bien fini. Alors, Loubna Azgout qui demande la parole en quelques secondes et puis on parlera d'un autre lieu de fête et vous aurez de nouveau tout ça la parole. Mais Mme Azgout sur le Fuse. Mais vraiment trouver un contrat social entre
un bon équilibre entre une ville qui bouge et ses habitants, mais aussi on peut aussi être un peu original et avoir peut-être des lieux de fête aussi. Peut-être on a plein de lieux souterrains à Bruxelles, notamment les lieux de la STIB, des milliers de mètres carrés, peut-être déplacer aussi certaines grandes fêtes à ce niveau-là. On avait eu une fête à un moment donné dans les tunnels. Écoutez, en parlant des lieux de fête à Bruxelles, il y a un quartier, alors les participants au débat de la ville de Bruxelles vont se sentir un peu visés, c'est le quartier Saint-Géry. J'ai dit qu'on avait été interpellés, notamment par des riverains de ce quartier-là. On a diffusé plusieurs fois sur BX1 un film qui s'appelle Saint-Géry, nuit et jour, ou plutôt nuit et jour à Saint-Géry. C'est un film que je vous recommande, il est visible sur le site du centre vidéo de Bruxelles, le CVB. Je vous en propose un petit extrait, c'est une riveraine qui filme par sa fenêtre au moment où elle appelle la police à cause du bruit, et puis après on entend une habitante du quartier qui discute avec des voisins, elle est étudiante et eux sont pensionnés. Extrait. Tout à l'heure, j'ai appelé pour les tambours. J'ai été appelée par la police locale qui me dit que ce n'était pas du tapage. Pour moi, c'était mais c'est sympa, il y a des bars, si on veut sortir, il y a des terrasses, pas besoin de rester à la maison ou quoi, on se met sur terrasse quand il fait beau temps. Mais quand j'ai commencé à habiter ici, on va dire, l'opinion a changé. Certaines fois, le bruit la nuit, c'est pas croyable. Si vous étudiez, vous avez quand même besoin de calme dans l'ensemble. En fait, on va dire que je m'adapte pour étudier. Donc je vais dormir tôt pour me lever plus tôt parce que je sais qu'à 4 heures, il n'y a plus de bruit dans la rue. Les bars sont fermés, je peux continuer à étudier. Voilà, film réalisé en 2017. On espère qu'elle aura fini ses études. Fabien Minguin, qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens qui, comme cette dame, à l'époque étudiante, dit je dois complètement adapter mon horaire en fonction du bruit. C'est d'isoler des bâtiments, comme le proposent certains vocaux débatteurs. C'est un des enjeux. Une des choses qu'on a fait à Saint-Géry, c'est la charte de vie nocturne, justement. Travailler avec les établissements pour qu'ils aient tous des portiers, pour essayer qu'ils rendent les terrasses un peu plus tôt. Parce que c'est vrai un peu plus tôt, ça veut dire quoi? Il n'y a pas une forme de privatisation de l'espace public? Vers minuit, la grande majorité rentre leur terrasse. Le problème, évidemment, c'est le public qui reste dehors pour fumer, et ça crée, c'est vrai, là c'est typiquement un quartier qui a évolué aussi, c'était pas le cas au début des années 90, qui est devenu un lieu aujourd'hui quasiment de fête constamment, et c'est là que intervient cette charte de la vie nocturne et le travail de la cellule tranquillité publique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans les 5 ans à venir? L'autre chose qu'on a fait, c'est fermer un certain nombre d'établissements qui ne respectaient aucune norme. On en a fermé certains plusieurs fois parce qu'on avait des troubles répétés à l'ordre public, parce qu'ils ne jouaient pas le jeu d'essayer d'amener la quiétude devant leur établissement en fin de soirée. Et donc il faut parfois effectivement avoir une certaine sévérité avec des établissements qui, de manière déraisonnable, ne respectent pas la tranquillité publique et ne sont pas dans cette recherche du point d'équilibre entre une ville qui doit pouvoir vivre et des habitants qui doivent pouvoir vivre. Mohamed Ouriagli, le reportage là date de 2017, mais on a été interpellé encore aujourd'hui. Et donc il y a encore aujourd'hui des gens qui pointent ce quartier comme un quartier difficile. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour les années à venir? Et est-ce que c'est la région qui doit le faire ou la ville d'ailleurs? Non, c'est la ville. Donc Saint-Géry, c'est un coupe-gorge dans les années 90. Il faut voir d'où on vient. Donc c'est devenu un quartier un peu référencé pour les touristes. Tout le monde vient à Saint-Géry pour la fête. Il y a des chouettes bars animés. Mais effectivement, en 2017, j'ai vécu ça. Il y avait des soucis. Il y avait des soucis avec certains tenanciers. La musique allait beaucoup trop fort. Par des riverains qui nous disent que c'est toujours un problème. Depuis lors, il y a eu un vrai travail. Je peux vous assurer qu'il y a eu un vrai travail. Ils ont tous des limiteurs de bruit, et tout, mais ils sont un peu victimes de leur succès. Le problème, c'est à l'extérieur, c'est pas dans les bars. Le bruit qu'on entend là, c'est beaucoup les gens qui traînent à l'extérieur. Effectivement, c'est un quartier qui vit, quoi. C'est un quartier très vivant. Mais comme je l'ai dit là tout à l'heure, il faut continuer à faire le travail avec les tenanciers, avec les personnes, à faire rentrer les gens à une certaine heure. Donc il y a ce travail qui se fait. Je peux vous dire, il y en a encore peut-être qui se plaignent, mais il y a une discussion continue, il y a une vraie concertation avec les personnes qui habitent là et qui habitent dans les alentours. Et je crois qu'on ne peut pas dire que tout est bon, mais on va vers de l'avant et je pense qu'on va vers un mieux. On a quand même axé les campagnes de promotion du tourisme à Bruxelles, notamment autour du tourisme festif et notamment autour du centre. Alors voilà, on a entendu le PS un petit peu en avance sur le temps de parole, je pense, Défi aussi, on va me le confirmer dans quelques instants. Je retourne vers l'opposition et puis vers Écolo. Est-ce que c'est
du tourisme durable, de venir faire la fête à Bruxelles, de faire la fête le soir. Voilà, écolo, c'est quelque chose qu'on soutient ou bien on voudrait faire la promotion de la région bruxelloise autrement? Non, je crois qu'on est clairement un parti qui soutient la fête et qui n'a pas de problème avec ça. On peut faire par contre une distinction peut-être entre ce qui se passe dans l'espace public et qui sont parfois des manifestations qui sont effectivement bruyantes parce qu'elles sont en plein air et qui par ailleurs aussi contribuent à privatiser de l'espace public lors de certains événements. C'est quelque chose qui vous irrite à Écolo? Cette expression. En tout cas, qui peut amener à d'autres logiques, en tout cas derrière. Par contre, ce qui se passe dans les cafés, dans les fêtes, etc., à l'intérieur des bâtiments, a priori, comme on le disait, mais le fait de réisoler correctement. De toute façon, on est en train de réisoler tout Bruxelles. On a fait tout un plan de rénovation du bâtiment là-dessus. C'est aussi peut-être l'occasion, tant qu'à faire, de se pencher sur cette question-là. Et effectivement, ce sera sans doute une manière peut-être de ramener les fêtes un peu à l'intérieur. De toute façon, on est en Belgique, c'est pas comme s'il faisait 40 degrés toute l'année et que soyons un peu pragmatiques aussi. Manon Vidal, on fait bien de faire la promotion de Bruxelles autour du tourisme festif. C'est quelque chose qu'on soutient au PTB? Je pense que oui, c'est une richesse justement pour la ville de Bruxelles. On est une ville jeune, hyper diversifiée, où il y a justement beaucoup de lieux de vie. Je pose la question parce que ça ne paraît pas toujours évident pour les riverains, quoi. Mais bien sûr, mais justement, moi j'entends vraiment ce que mademoiselle nous expliquait dans le reportage. Je pense vraiment que ça peut vraiment avoir un vrai impact, comme là elle explique sur ses études. C'est un vrai problème et donc c'est pour ça que le point que j'amenais tantôt avec le fait d'isoler les bâtiments, donc pas seulement vraiment les bars et les lieux de fête, aussi vraiment les bâtiments, les maisons, les appartements autour de ces bars-là, du triple vitrage, etc., pour justement éviter ce problème de quand les personnes sortent dans la rue, crient un peu dehors, etc. Sophia Benani, aux engagés, on voit ça d'un bon oeil, cette promotion de Bruxelles autour du thème de la fête, ou bien on dit que c'est pas ça qu'il y a de mieux? Bruxelles, capitale de l'Europe, oui, c'est un des axes sur lequel on doit promouvoir Bruxelles, mais il faut pouvoir, je vous dis, trouver un juste équilibre entre à la fois la qualité de vie des riverains et à la fois pouvoir laisser se développer cette perspective où nos jeunes, nos touristes sortent. Et c'est un équilibre qui est vraiment difficile. Et donc sans communication, à la fois entre les riverains et à la fois entre les lieux de fête, ça ne fonctionnera pas. Dans les offres festives à Bruxelles, on a parlé des opérateurs privés, les cafés, les gérants de boîtes de nuit, on a cité le Fuse. Il y a aussi une offre qui vient des pouvoirs publics. Il y a une offre qui vient des pouvoirs publics, il y a les plaisirs d'hiver, il y a différents festivals, Bright Brussels. Je vais vous demander, mais en quelques secondes chacun, de me donner une cote sur 10 sur cette offre par les pouvoirs publics et de me dire pourquoi vous trouvez que c'est bien et que c'est pas bien. Madame Benani qui est toujours un peu en retard de temps de parole, et puis on fera le tour dans ce sens-là. Quelle cote sur 10 sur ce que la région propose comme offre festive à Bruxelles? 7,5. 7,5, c'est plutôt bon, sur 10? Oui. Ouais. Ok, Madame Masgoud? 6 sur 10. 6 sur 10, c'est moins bon. Pourquoi ils perdent 4 points? Parce que c'est de l'argent public et la gestion de l'argent public, c'est quelque chose, il faut pouvoir le gérer en bonne mère de famille, je vais dire, et surtout pouvoir mettre des moyens dans la sécurité et la propreté, parce que quand vous avez parlé des touristes, quand les touristes arrivent à Bruxelles, la première chose qu'ils voient, c'est la gare du Midi. C'est pas toujours très encourageant. Quoique. Manon Vidal, qu'est-ce que vous donneriez comme cote? 6 sur 10 aussi, la même chose que le MR? Oui, justement, pour avoir une plus grande... C'est déjà bien ce qui est fait, mais je pense qu'il faut un peu plus de diversification de l'offre pour que justement, on puisse parler aussi à tous les publics. Alors, vous redemandez la parole, Sophia Benani. Je vous la donne parce que vous êtes en retard. Donc, oui, je suis en retard. Mais le fait est aussi de temps de parole. Hein, bon. De temps de parole. Le fait est aussi que 7,5 sur 10, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est fait est déjà pas mal, honnêtement. Donc, on ne va pas dire que Bruxelles fait n'importe quoi. Mais là où le bas blesse, à mon sens, c'est qu'on ne met pas en exergue assez les artistes bruxellois. Et ça, c'est vraiment une demande de leur part. Mohamed Douriak dit quelle cote sur 10 pour l'offre des pouvoirs publics? Moi, je donne 8 sur 10. Vous êtes le professeur le plus 8 sur 10, parce qu'on sait encore faire mieux. En matière notamment d'accessibilité pour les PMR et tout ça dans certains festivals qu'on organise et tout. Donc, il y a moyen de faire mieux. Je laisse une marge de progression. 8 sur 10 aussi, et justifierait en expliquant que tout ce qui est le secteur donc, culturel créatif à Bruxelles, c'est aussi 100 000 emplois, et donc c'est quelque chose qui est important, qui fait vivre la ville, mais je suis d'accord sur le fait qu'il faudrait diversifier. On a par exemple encadré plus l'offre liée à l'humour en Fédération Wallonie-Bruxelles au niveau de la culture. Je trouve que c'est un très bon pas. On voit par exemple par le moment que des cabarets commencent à se développer dans la ville et des choses comme ça, peut-être que ce serait aussi l'occasion de diversifier. 2 fois 8 sur 10, c'est la majorité. Qui dit mieux à défi? 8 sur 10. La position de notre bulletin assez satisfaisant. Un autre point qu'on avait évoqué, j'ai dit qu'on y viendrait. On en a parlé d'ailleurs dans différents débats. Les testings à l'aveugle.
faire envoyer des CV sur le marché de l'emploi, envoyer une demande pour louer un bien quand on parlait immobilier. Est-ce qu'on fait ça suffisamment dans les lieux de fête à Bruxelles? Est-ce qu'on doit le faire plus? Est-ce qu'on doit sanctionner le patron qui recale quelqu'un à cause de son origine, à cause de son look, à cause de son genre? Parce que, désolé, il faut être accompagné, c'est aussi une forme d'interdiction. Et on va reprendre le même ordre de parole. Madame Benani, que dit-on aux engagés? On dit que moi, mon colistier, 3e à la région, c'est faire caler aux jeux d'hiver, en fait. Donc, dire qu'aujourd'hui, à Bruxelles, on ne se fait pas recaler à cause de son origine. Je pense à Mounir Larissi, qui était impeccablement habillé. Je le connais personnellement pour savoir qu'il s'habille correctement, qui sait faire caler des jeux d'hiver. À un moment donné, il y a quand même des questions à se poser. On sait bien qu'il y a un tri sélectif qui est fait dans certains lieux. On sait bien que c'est lié souvent aux origines. Maintenant qu'on refuse quelqu'un parce qu'on a l'impression qu'il est ivre ou qu'il ne peut pas rentrer dans le lieu parce qu'il poserait problème, j'ai pas de souci avec ça. Mais clairement, aujourd'hui, à Bruxelles, il y a une forme de discrimination. Dans certains lieux, on veut plus voir, j'ai envie de dire, des belgo-belges, et pas trop de gens colorés. Donc oui, effectivement, il y a un problème. Loubna Asgoud, on doit tester à l'aveugle les entrées de boîtes de nuit. Mais d'abord, moi, je crois qu'il ne faut pas stigmatiser un lieu. Je sais qu'au jeu d'hiver, il y a beaucoup de travail qui est fait et c'est un lieu, malgré ce qu'en pensent les engagés, c'est un lieu qui reste inclusif et bruxellois. C'est un lieu mythique. C'est un lieu mythique de Bruxelles. Mais par contre, oui, je crois qu'il faut être impartial par rapport aux discriminations, qu'elles soient de genre ou qu'elles soient raciales. Après, voilà, je pense que l'établissement aussi a le droit de décider qui rentre ou pas, mais quels sont les critères? Est-ce que justement c'est quelqu'un qui est en état d'ébriété ou pas? Est-ce que vous avez constaté, vous, qui étiez dans les mouvements étudiants, qu'il y avait ce genre de discrimination à l'entrée, je sais pas moi, de la GEF, une salle de fête à l'ULB? Alors peut-être pas spécifiquement à l'entrée de la GEF, mais effectivement c'est un phénomène qui existe. Et je tiens juste à rappeler que le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et donc, effectivement, je pense que les testings, on doit les rendre obligatoires, systématiques, parce qu'on ne peut plus vivre en 2024 maintenant avec des telles discriminations. Tout le monde a le droit de faire la fête, tout le monde a le droit de rentrer. Et en fait, on voit maintenant que c'est peut-être plus de manière ah oui, vous ne rentrez pas. C'est pas explicite en fait. Ça devient de manière détournée de ah, si vous voulez rentrer, il va peut-être falloir payer une bouteille, etc. On se rend compte qu'on propose plutôt ce genre. On a plutôt ce discours-là avec justement des personnes qui sont victimes de racisme, etc. Donc ça, c'est un grand problème. Et Mohamed Ouriaghi, je posais la question. Désolé, vous devez toujours défendre le bilan de la majorité, mais vous êtes député sortant, donc c'est aussi votre mission dans cette campagne. Le cadre légal, il existe. Et on voit que dans toute une série de domaines, et Unia le confirme, les sanctions ne sont pas venues. La faute à qui? Je pense qu'il faut peut-être plus aller dans les testings. Effectivement, je suis pour ça. Mais je voudrais quand même revenir à moi, Mohamed. J'ai quand même été refusé dans plein de boîtes quand j'étais jeune. Et je devais partir avec mes copains, sortir en Flandre. Donc, toute ma génération, on sortait en Flandre et même en Hollande. Donc, on restait même pas ici. Donc, il y avait vraiment une vraie discrimination. Je crois qu'on est loin de ce que j'ai connu dans les années 80-90. On est loin de ça. Mais je trouve qu'il faut continuer. Le combat continue. Il faut continuer à faire des testings. Et effectivement, s'il y a possibilité de pouvoir sanctionner, le faire. Maintenant... Mais donc, ça veut dire qu'on doit mettre plus de moyens qu'on ne le fait maintenant? Est-ce qu'on doit avoir des objectifs? On parle assez ouvertement de sanctionner les gens qui abusent du chômage, de l'aide sociale. C'est quelque chose qui revient souvent sur ce plateau. On peut le faire aussi. Ça touche beaucoup de jeunes, donc je pense qu'il faut sanctionner. Mais maintenant, je vais vous dire, comme l'a dit Loubna, il ne faut pas stigmatiser une boîte parce que si on parle, on a cité les jeux d'hiver, je connais les jeux d'hiver, je les connais très bien, je connais très bien Mounir. Je sais qu'ils font de la sélection, mais ce n'est pas nécessairement par rapport à l'origine. J'ai déjà vu des belles blondes qui étaient refusées à l'entrée, donc ce n'est pas nécessairement par rapport à ça. Ils ont leur clientèle, c'est pour ça qu'ils ont cette politique-là. Je pense qu'il faut continuer, encore une fois, à dialoguer avec eux, et je pense qu'ils sont... Je vous sucre parce que vous êtes en train de prendre le temps de parole, vous êtes un peu trop long. Margot Deré, on peut résoudre ces questions de sélection, de racisme, on va appeler un chat à l'entrée des boîtes de nuit, par le dialogue, ou il faut de la sanction? Non, il faut sanctionner clairement. Je veux dire, on est dans le cadre de la loi, enfin on en sort justement, et donc c'est fondamental aussi de former les personnes qui font ce tri à l'entrée à justement ne pas avoir des comportements racistes et être très clair dans les moments où on les recrute, etc. Du patron. Alors si c'est le patron, c'est encore pire, j'ai envie de dire, quelque part, parce que c'est sa responsabilité. Et moi, j'aime pas quand on se cache derrière l'argument que c'est un lieu privé, parce qu'effectivement, je suis d'accord que par exemple une personne qui pourrait mettre en danger les personnes à l'intérieur, là, il faut effectivement faire
quelque chose. Ici, c'est pas le cas. Et alors, les outils régionaux peuvent être en effet mobilisés. Je pense que c'est une bonne idée de les renforcer et de renforcer surtout le contrôle derrière pour éviter l'impunité. Sinon, ça se reproduit en fait à chaque fois. Fabien Minguin, on peut renforcer les outils régionaux ou on doit régler ça autrement? Défi avait porté dès 2016 avec ma collègue à l'époque Fatoumata Sidibé une résolution sur la lutte contre la discrimination à l'entrée des lieux de nuit. Et je crois qu'il y a un enjeu effectivement de poursuivre les délits de racisme, mais on en revient sur la question des moyens de la justice. Puis de l'autre côté aussi d'avoir les moyens d'apporter la charge à preuve et donc des caméras à l'entrée où on capte aussi le son pour comprendre les échanges qui se sont tenus, un numéro qu'on peut contacter pour signaler qu'on a un problème de racisme. Ce sont aussi ces projets-là qui avaient été portés dans la résolution portée par Défi à l'époque pour essayer justement de mettre à l'arrêt ce genre de comportements qui n'ont pas sa place dans notre ville. On l'a dit, le racisme, c'est pas une opinion, c'est pas un critère d'entrée ou pas dans un lieu privé, c'est un délit. Oui, Sophia Bellamy. Compléter parce qu'à un moment donné, il faut quand même dire un peu la vérité. Il y a quand même des lieux qui sont hyper sélectifs à Bruxelles. Je ne vais pas donner les noms parce que c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Mais à un moment donné, on sait très bien qu'il y a des lieux qui sont super sélectifs, qu'on va trouver plutôt des Belges de souche, qu'on va moins trouver des personnes d'origine étrangère. Et bon, je pense qu'à un moment donné, c'est un choix aussi des tenanciers. Enfin, moi, je suis pas d'accord mais je parle, cette stigmatisation, Sophia. Je suis pas d'accord. Loubna, parce que tu stigmatises des lieux. Je ne t'interromps pas. Donc, s'il te plaît, le respect de ne pas m'interrompre. Alors, allez au bout de votre idée, et puis Madame Azmoud aura la parole. Vous dites qu'il y a des lieux, on doit les sanctionner? Je dis juste qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a envie de cautionner ce type de lieu à Bruxelles? Le racisme, c'est pas une opinion. Le racisme, c'est un délit. On s'est sanctionné par la loi. Donc, à un moment donné... Voilà, je comprends le MR, c'est un peu son électorat qui va là-bas, mais bon... Madame Azmoud, c'est votre électorat qui stigmatise? Parce que je ressemble très fort à ce que tu décris là, oui, vraiment. Bon. Alors que je connais très bien je pense que chacun s'est fait son avis sur la question. Mais par contre, je ne veux pas stigmatiser des lieux, je pense que ça peut exister, que le racisme existe dans notre société, et ça, il faut pouvoir lutter contre le racisme, et c'est puni par la loi, mais par contre, derrière ces lieux, il y a quand même des temps pleins, il y a des familles, il y a des étudiants qui travaillent, il y a des personnes qui sont peu qualifiées et je pense qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur un lieu. Quand on est recalé d'un lieu, on va vers un autre, eh bien, on va parler de la mobilité nocturne. C'est un des enjeux du débat et je voudrais qu'on parle d'abord de l'offre. La question est simple, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'il y a assez de modes de transport publics ou même privés? Vous pouvez évoquer tous ceux qu'on a vu apparaître, ceux qui ont fait l'actualité. Mohamed Ouriagli, vous n'avez pas encore commencé, mais vous êtes en avance sur le temps de parole. Répondez-moi oui, est-ce qu'il y a ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on doit développer dans les 5 ans à venir? Brièvement, s'il vous plaît. Brièvement. Oui. Il n'y a pas assez de lignes la nuit. Je crois qu'il y a 11 lignes noctis et puis il y a aussi des transports collectifs. Je pense qu'il faut plus le développer, effectivement, pour pouvoir... répondre à la demande. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas comment rentrer. Et il n'y a pas que les fêtards. Il y a aussi les personnes qui travaillent, qui ont besoin de pouvoir rentrer la nuit et tout. Donc, avec un prix quand même. Margot Deray, renforcer l'offre STIB, ou il y a d'autres initiatives qui méritent un soutien régional? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une diversité à Bruxelles pour rentrer le soir, que ce soit les collectos qui sont super bien faits, que ce soit en effet les offres de la STIB. Alors nous, dans notre programme, on plaide pour plus de transports de nuit et notamment étendre les horaires des métros et des trams, ce qui serait déjà intéressant. Et alors, parce que en fait... On a les moyens d'étendre les métros, je ne sais pas moi, la semaine, parce qu'on parlait des gens qui travaillent? Il faudrait peut-être le faire de manière ciblée dans un premier temps, évidemment, et aller petit à petit et voir comment le terrain répond à ça. La deuxième chose, je crois qu'il faut jouer sur et améliorer la question de la sécurité et du sentiment de sécurité. Aujourd'hui, une femme sur 3 dit qu'elle ne prend pas des transports publics la nuit parce qu'elle a peur justement pour son intégrité. On a déposé au Parlement un plan qui reprend toute une série de mesures et qui, pour la première fois, met la notion des témoins actifs à la STIB sur la table. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait plus de présence humaine sur le terrain, de personnes formées à intervenir quand il se passe quelque chose, y compris en soirée et la nuit, qu'il y aurait aussi une sensibilisation des personnes qui sont sur le réseau et qui aujourd'hui sont dépourvues, ne savent pas toujours comment intervenir. Et ce serait en fait une grande première d'arriver à voir ça, notamment parce que dans les pays anglo-saxons, ça se fait beaucoup plus. On n'est pas tout le temps en train de dire aux gens et aux femmes comment elles doivent se protéger, on sensibilise aussi l'entourage. Et donc pour nous, ce serait vraiment quelque chose à mettre en place. Juste pour qu'on y voit clair, et j'oriente un peu les réponses, les questions que je vais vous poser, mais vous préparez vos réponses. On parlait des transports publics, les collectos, le métro. C'est pas tout à fait pareil d'attendre un bus en surface ou de descendre chercher un métro dans une station où il y a 3 volets d'escalier. Fabien Minguin, qu'est-ce qu'on doit faire justement par rapport à cette offre de transport public?
On va encore aborder la sécurité, mais c'est évidemment quelque chose qui est lié. On doit se sentir à l'aise dans le métro, quel que soit son âge, son genre. Bien sûr, oui. Donc d'abord, allonger les plages plutôt que de défendre la gratuité. Parce qu'à un moment, j'entends tout ce qu'on va faire, mais il faudra bien trouver les moyens pour le faire. Et on connaît l'état des finances publiques. Donc nous, c'est vrai qu'on préfère travailler aujourd'hui sur un allongement de l'offre en début de journée ou fin de nuit en fonction de votre statut. De travailler effectivement sur un renforcement de Collecto. Collecto a mis beaucoup de temps. Moi, j'étais assez surpris après le Covid à redémarrer. Et c'est pas encore une offre assez connue, on n'en fait pas assez la promotion. C'est 24 000 personnes transportées en 2023, Collecto. Voilà, chiffre fourni par la cible. Et c'est une solution. On peut imaginer ce que ça devrait être. Extrêmement très bien. Moi, je crois qu'il y a moyen d'améliorer encore le système, mais surtout de le faire plus connaître. Moi, je crois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas. Et puis après, oui, il y a l'enjeu de la sécurité qui reste effectivement l'enjeu prégnant et majeur, qui est pour l'instant ce qui fait que vous avez beau allonger l'offre de transport en commun, une partie du public ne veut pas y recourir parce qu'il y a un sentiment d'insécurité. Oui, mais Margot Doré parlait du sentiment d'insécurité. Est-ce que c'est juste un sentiment ou est-ce qu'il y a vraiment un problème de sécurité dans le métro à la suite ? Moi, j'ai vraiment des témoignages de femmes, d'hommes aussi, mais quand même majoritairement de femmes, qui me racontent comment, à chaque fois, en soirée ou tôt le matin, il y a des vrais problèmes aujourd'hui de sécurité sur le transport public. Et c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment porté attention, tant avec les coupes qui avaient été faites à l'époque dans la police des chemins de fer et aujourd'hui au sein de la cible. Je trouve qu'on doit vraiment améliorer la présence aux heures où certes il y a peut-être moins de voyageurs, mais où ce sentiment d'insécurité est du coup plus fort, et aussi les faits d'insécurité sont manifestement plus souvent répertoriés. Manon Vidal, qu'est-ce qu'on propose au PTB pour améliorer la sécurité sur le réseau nocturne ? Et j'insiste bien, hein, je pense que les téléspectateurs le comprennent, on parle du métro qui est en sous-sol, et puis il y a les transports publics en surface. Je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est justement, moi, le nombre de fois où je me suis retrouvée, purée, il n'y a plus de transport, je dois rentrer à pied. Ok, dans la tête, directement, il y a une alarme égale insécurité, ça ne va pas aller. Donc justement, on veut renforcer les transports de nuit. C'est pour ça que je suis un petit peu étonnée de ce qui a été dit par rapport au Noctis. Avant, on avait 17 lignes de Noctis. Aujourd'hui, on en a 11. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Donc justement, nous, on veut remettre cette offre de Noctis comme elle était avant. On veut la renforcer. On veut avoir justement des trams qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, justement pour pouvoir qu'on puisse se déplacer du point A au point B aussi pendant la nuit. Et alors, le deuxième point très très important, c'est justement cette présence humaine. Et alors là, je reviens sur la question de la gratuité. Il faut qu'on change de logique. Aujourd'hui, la logique de la STIB, c'est on va mettre beaucoup d'agents de contrôle, de sécurité, et donc tous ces agents-là, si les transports deviennent gratuits, peuvent devenir des agents justement de sécurité et renforcer justement la présence dans les rames, dans les stations et renforcer, justement diminuer ce sentiment d'insécurité. Vos voisines de droite sur la table n'ont pas l'air archi convaincues. Alors Sophia Benani, retenez vos arguments, c'est le tour de Loubna Azgoud là-dessus, sur le sentiment ou la réelle insécurité dans les transports publics. Et puis encore une fois, qu'est-ce que vous proposez ? Le PTB a dit rendre gratuit, mais déplacer les personnes de contrôle vers des contrôles de sécurité. Qu'est-ce qu'on propose au MR ? Alors moi, je vais aussi rejoindre un peu les collègues. Donc forcément, il faut pouvoir augmenter l'offre de la STIB. On parle par exemple des jours où il y a le plus de fêtes. Donc le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, où il y a le plus... Il y a des renforts, par exemple, pour des soirées comme Nouvel An. Mais oui, mais tout le monde dit toujours on doit renforcer. Non, mais on parle logement, on dit on doit renforcer la construction de logement. Oui, par rapport à l'heure, par exemple, on peut les continuer jusqu'à 3 heures du matin, par exemple l'offre de métro, mais aussi le collecto qui puisse aussi aller jusqu'à la périphérie, en tout cas bruxelloise. Mais pour nous, c'est vraiment la sécurité, parce que même moi, en tant que citoyenne, après 21h, je ne prends jamais le métro. Parce que peut-être c'est un sentiment d'insécurité, et voilà, mais je sais que l'insécurité, même dans la journée, aujourd'hui, mais j'ai pris le métro il n'y a pas longtemps, et il y avait des personnes qui étaient en train de se piquer. Alors, je ne dis pas c'est des toxicomanes, et il faut pouvoir les aider, mais par contre, voilà, ça crée aussi peut-être dans les stations de métro... Sophia Benani, qu'est-ce qu'on propose aux engagés pour améliorer la mobilité nocturne et on parle de sécurité, la sécurité aussi sur le réseau. Alors moi je rejoins mes collègues, il faut absolument augmenter l'offre la nuit parce qu'il n'y a pas que le monde. On a les moyens. Alors aujourd'hui, je pense qu'on n'a clairement pas les moyens puisqu'on a décidé de faire la gratuité partout. Ça a été le choix politique de votre gouvernement. Il y a quand même encore des gens qui payent leur abonnement. Oui, mais il y a quand même la gratuité en dessous de 25 ans et pour les plus de 60 ans. Alors que moi, je vous avoue, je fais campagne. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, moi, je suis prêt à payer mon abonnement de 150 € parce qu'ils en ont les moyens. Voilà. Et donc, à un moment donné, je pense que cette politique de la gratuité à tout prix n'a pas été justement réfléchi, voilà, c'est ce que je pense personnellement. Oui, il faut augmenter, clairement. Il faut augmenter l'offre, parce qu'il n'y a pas uniquement que les gens qui sortent,
il y a aussi tout un public dont on ne parle pas, qui travaille la nuit et qui a besoin de pouvoir se déplacer dans la ville en toute sécurité. Et bon, Bruxelles a un problème de sécurité. Je ne crois pas que c'est uniquement un sentiment d'insécurité. Je pense qu'il y a véritablement des problèmes de sécurité, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Je vous mets au défi d'aller vous balader dans certains métros la nuit. Donc, quelle devrait être, et je vais vous demander d'être bref là-dessus, quelle devrait être l'heure jusqu'à laquelle on peut prendre les transports publics à Bruxelles la nuit? Le PTB a dit 24 heures sur 24. Qui est pour? Fabien Baguin n'a pas l'air convaincu de la possibilité. Mohamed Ourine veut aussi lever les yeux. Moi, je veux bien qu'on promette tout, mais c'est le problème du PTB. Ils promettent toujours tout, les monts améliorés, mais ils ne savent pas payer le tiers du quart de la moitié de leurs promesses à Bruxelles. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, j'aimerais bien un métro 24 heures sur 24 à Bruxelles. Il arrivera peut-être un jour, mais je ne crois vraiment pas que ce soit une promesse tenable pour la prochaine mandature. Je crois que l'offre Collecto est un meilleur service en termes de rapport qualité-prix pour l'instant que l'allongement des trams et du métro la nuit, parce que ça me semble plus budgétairement compliqué à mettre en place. Dans les partenaires de majorité, on est aligné, on doit rester sur des offres en surface. L'offre de Collecto qui est là jusqu'à 6 h du matin et les Noctis qui sont là jusqu'à 3 h du matin le vendredi et le samedi, aussi, parce que augmenter aussi les fréquences et commencer avec ça. Okay. Et voir un peu si ça répond vraiment à une réelle demande, et je pense que ça va répondre à une réelle demande, et pouvoir couvrir toute cette demande. Sophia Benani évoquait les problèmes d'insécurité à Bruxelles. Moi, j'ai retrouvé des chiffres qui datent du début de cette année. On est à la moitié de 2024. Alors, figurez-vous que les infractions contre l'intégrité physique, on va dire les agressions physiques, non sexuelles, sur 20 ans, elles ont été analysées par un organisme bruxellois. On est passé de 8 500 faits à 11 700. Et on est donc à une augmentation de 27%. Il y a plus d'agressions aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a près de 30% d'agressions en plus. On se dit assez raisonnablement que c'est notamment la nuit. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens bruxellois ? Ne me parlez pas du fédéral. Ne me dites pas qu'il faut aller chercher des moyens au fédéral. On est des élus, vous êtes ou vous serez des élus bruxellois, on est un média bruxellois. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les compétences de la région bruxelloise? Margot Deré, là-dessus. Mais moi, je dirais que cette question, que tout le monde prenne en charge en fait, la sécurité des personnes serait déjà un bon pas. Comme je le disais, la plupart du temps, c'est les victimes et les cibles qui sont obligées de se défendre, de réfléchir elles-mêmes, par où elles passent, etc. Que si collectivement, ça devenait une vraie question de société, de faire attention aux autres, etc., d'être formé aussi à réagir, ce serait déjà quelque chose qui ferait la différence. Je pense aussi que ça a augmenté en 20 ans pour une raison, c'est qu'en fait, il y a eu tellement d'impunité et qu'à un moment donné, si on ne fait rien et que les personnes ne se font jamais poursuivre, etc., il ne se passe pas grand-chose. Alors, chez Colo, on n'est pas pour aller mettre tout le monde en prison, mais au moins avoir à un moment donné, quand il y a des plaintes qui sont déposées, un suivi qui est fait. Et ça, ce serait vraiment quelque chose qui changerait très fort. Aujourd'hui, si vous êtes en rue et que vous allez trouver un policier et vous lui dites, voilà, je viens de vivre quelque chose de pas chouette, la personne va essayer de prendre... Mais souvent, la personne est partie, c'est fini. Et donc, en fait, il ne se passe pas grand-chose de concret. Alors, je crois que le fait de cibler aussi des réponses par secteur et par contexte, par exemple, des mesures spécifiques à la STIB, des mesures spécifiques dans l'enseignement supérieur, des mesures dans le secteur culturel. Ça va aussi permettre de mieux ficeler les politiques publiques en matière de violence et de faire augmenter le sentiment de sécurité, notamment des femmes qui sont les premières victimes. Loubna Asgoud, qu'est-ce qu'on propose au MR pour améliorer la sécurité dans les rues de Bruxelles dans le cadre des compétences régionales? Et évidemment, on parle de la nuit ici. Oui, mais d'abord, pour reprendre un peu ce qui avait été dit tout à l'heure, je pense que la prévention et la sensibilisation est importante. Elle n'est pas suffisante aujourd'hui, on ne fait pas assez à Bruxelles. Pas assez dans les écoles, ça c'est aussi, il faut pouvoir, ça commence à l'éducation, éduquer les jeunes, éduquer les petits garçons, les petites filles aussi, ça c'est quelque chose d'important. Alors il y a l'association Touche pas à ma pote aussi, qui a élaboré une méthode qu'on appelle la méthode 5D, qui permet aussi, qui sensibilise aussi le grand public à pouvoir réagir, comme le disait Margot, donc réagir comme victime, mais aussi réagir comme témoin. Donc ça c'est aussi, on doit pouvoir faire des sensibilisations grand public. Il y a eu la loi harcèlement de rue déjà il y a 10 ans, qu'est-ce qu'on en a fait? Il faut pouvoir aussi que les gens sachent que harceler quelqu'un dans la rue, harceler une femme dans la rue, c'est un délit punissable. Et bien sûr, avoir beaucoup plus de policiers aujourd'hui à Bruxelles. Il manque 800 policiers à Bruxelles. Il faut pouvoir avoir ces policiers. Et aussi, ça, comme je dis, on est à Bruxelles, mais on ne sait pas... On ne sait pas intervenir sur la sécurité à Bruxelles sans parler du fédéral et de pouvoir avoir des condamnations, des délits. Parce que finalement, la police, elle est découragée aussi parce qu'ils arrêtent quelqu'un à 11h du matin, il doit être relâché le soir et après, le lendemain, ils le retrouvent au coin de la rue, peut-être à faire autre chose. Et donc, c'est important de pouvoir
Sophia juger Benani, qu'est-ce qu'on directement. propose aux engagés pour améliorer la sécurité la nuit à Bruxelles dans le cadre des compétences? Qu'est-ce que vous ferez si vous êtes élu députée bruxelloise dimanche? Je ne serai pas ministre, donc j'aurai peu de choses à faire. Non, je plaisante. Non, je pense qu'il faut travailler. Il faut travailler la prévention. Et je suis d'accord avec ma collègue Lubna Asgoud. Il faut travailler à l'école, il faut travailler dans la culture, il faut travailler dans toute une série de choses. Mais la vérité, c'est que la sécurité, ça ne dépend pas du gouvernement bruxellois. Il y a quand même toute une série de compétences régionales, l'éclairage, la possibilité de mettre des agents locaux, Oui, il y a le travail avec les zones de police locale. Là, vous travaillez sur le sentiment d'insécurité. Donc éclairer des rues, ça ne les sécurise pas vraiment? Non. L'éclairage, voilà. Oui, pour moi, vous travaillez plus sur le sentiment d'insécurité que sur la sécurité à proprement dit. Aujourd'hui, pour moi, si on veut renforcer la sécurité, c'est 1, engager plus de policiers, 2, refinancer la justice. Voilà. Bon, Bruxelles doit se faire plus respecter du fédéral. Moi, je voudrais quand même revenir sur les compétences régionales. Et attention, parce que Manon Vidal n'a pas parlé pour le PTB. Je peux réagir directement par rapport à ce qui vient d'être dit. Notamment, je reviens juste sur l'aspect le transport nocturne à Bruxelles. On est une exception au niveau européen. On est la capitale de l'Europe. Dans d'autres villes, Copenhague, Berlin, etc., la liste est longue, il y a une offre de transport la nuit. Donc ça, c'est vraiment un point que j'aimerais citer. Maintenant, par rapport à l'insécurité dans l'espace public, je pense qu'on en a parlé un petit peu tantôt. La police de proximité a vraiment un rôle à jouer là-dedans. Des policiers qui sont évidemment formés, qu'on peut venir trouver. Les syndicats de police demandent des policiers de terrain, justement, versus peut-être une police uniquement d'intervention. Non, il faut aussi une police de proximité qui est là et qu'on peut venir chercher en cas de problème. Alors, Sophia Benani et puis Mohamed Ouriagli pour le Parti Socialiste. Vous vouliez ajouter quelque chose? Mais pour compléter ce qu'elle vient de dire, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle avec des policiers, je suis conseillère de police, donc je parle vraiment souvent avec eux, eux, ils nous disent, écoutez, nous, on ne peut assurer que dans l'urgence, on n'a pas le temps de travailler l'aspect de proximité. Donc le fait que le cadre ne soit pas respecté, ne soit pas rempli... C'est un peu moins de 1000 policiers qui manquent à Bruxelles selon le cadre. Oui, mais resté stable depuis 20 ans, mais les normes... mais tout en partant du postulat que la norme KUL n'est pas en faveur de Bruxelles. Ça aussi. Mais je veux dire, admettons, remplissons le cadre et pour travailler vers une police de proximité où, quand on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, quand on voit qu'il y a un problème avec un enfant parce qu'il connaît la famille. Donc il faut repenser la police. La police doit être complètement repensée. Je vais vers Mohamed Ouriagli parce qu'on a quand même souvent dit au début des fusillades, quand le trafic de crack a explosé dans le centre de Bruxelles, on a dit mais la région a des compétences élargies. Le ministre-président peut faire des choses. On peut faire plus. On va faire quoi dans les années à venir? On a fait, donc effectivement, c'est une compétence fédérale, mais on a fait. La région a mis même les moyens, elle a mis 10 millions d'euros, à ma connaissance, pendant cette législature-ci, pour aider justement la police fédérale qui est sous-financée. Il manque des policiers, c'est ce qu'on a dit là tout à l'heure également, il y a 6 000 policiers, il manque des policiers de proximité. On propose dans notre programme d'engager 500 policiers de proximité. Je pense aussi que la sécurité, le sentiment d'insécurité, c'est un travail transversal qu'il faut faire entre la prévention et la sécurité. Vous l'avez dit là tout à l'heure, il y a l'éclairage, il y a la propreté, l'aménagement du territoire. Tout ça, ça joue pour la sécurité. Donc il faut travailler tous ensemble pour pouvoir, en tout cas, avancer dans le sentiment d'insécurité. Et je pense que ça, si on prend déjà ces mesures-là, je pense qu'on peut déjà avancer. Fabien Maga. Oui, mais moi je crois qu'il y a vraiment des compétences régionales à activer. Moi, ministre, demain, il y a des choses que j'ai déjà lancées à la ville, par exemple l'application Appel qui permet aux femmes, quand elles doivent se déplacer en ville, sans un sentiment de sécurité, de prévenir un témoin proche ou d'alerter la police ou de cartographier les problèmes pour qu'après ça, on puisse travailler aussi sur le réaménagement de l'espace public. Là, je ne suis pas d'accord que c'est que le sentiment d'insécurité. Retravailler via des marches exploratoires la manière dont on pense l'espace public, l'éclairage urbain, ça améliore aussi très nettement la sécurité, éviter des trop longs murs aveugles, du contrôle social. C'est pour ça que c'est important que Bruxelles vive la nuit, d'avoir ce contrôle social. Ça, c'est une chose. Après, oui, il y a un constat qui est clair. Il n'y aura pas de sécurité à Bruxelles s'il n'y a pas de justice et de moyens pour la justice. J'entends le maire nous dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il manque de policiers, qu'il manque de financement de la justice. On se demande ce qu'ils ont fait depuis 20 ans. Et leur candidat tête de liste vient nous expliquer que lui, il aurait mieux demandé au fédéral de travailler. Ou alors, ça veut dire que parce que le MR n'était pas à Bruxelles, le MR a désinvesti volontairement pour la justice à Bruxelles depuis 20 ans au fédéral. Je trouve ça très grave. Mais il y a aujourd'hui un vrai enjeu de sécurité à Bruxelles et de financement juste de notre police. Droit de répondre, Lubna Asgoud. C'est pas vrai, Fabien. Je pense que le MR, je sais que depuis le début de campagne, c'est ce que vous dites sur le MR, mais
c'est pas vrai. Le MR n'a pas désinvesti la justice. À un moment, justement, avec la réforme de l'État, les moyens ont été déplacés au niveau des entités fédérées. Et sur cette législature, il y a eu 50% en plus d'investissement. Donc, Madame, vous ne pouvez pas nous dire que vous gérez au fédéral depuis 20 ans et qu'il manque 50 magistrats au cadre à Bruxelles, 900 policiers, et nous dire que vous avez mis les moyens nécessaires. On est dans un débat régional. Si vous voulez parler des manques du fédéral, expliquez comment vous auriez mieux défendu Bruxelles vis-à-vis du fédéral. Madame Benani. MR et NVA, on a coupé sec dans les budgets, quoi. Faut quand même être honnête et le dire, avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. On a coupé sec dans la police, on a coupé sec dans la justice. Enfin, faut pas venir aujourd'hui nous dire non. Vous avez rattrapé votre retard de temps de parole du début de l'émission. On citait tout à l'heure la consommation de drogue. Qui pense qu'au niveau de la région, on peut faire quelque chose pour agir là-dessus, que ce soit en matière d'accompagnement des consommateurs, en matière de sécurité pour les gens qui fréquentent les consommateurs dans les transports publics ou en rue. Qui a quelque chose de concret à proposer là-dessus? Je vous demande d'être vraiment concret sur des choses qu'on peut faire à Bruxelles. Ne me dites pas « faisons des choses ». Dites-moi ce que vous feriez. Manon Vidal, qui accuse toujours un petit retard de temps de parole. Oui, évidemment. En plus, on voit que c'est vraiment aussi dans les quartiers vraiment populaires aussi, que c'est vraiment une insécurité. J'étais encore il n'y a pas longtemps à Saint-Gilles, près de Port-de-Halle, vraiment où je discutais avec une dame qui disait que vraiment elle a peur aussi pour ses enfants, etc., qui sortent parce que voilà, il y a les dealers, etc. Ça crée vraiment un sentiment de sécurité. Donc d'une part, il y a effectivement, il faut prendre le problème à la source. Donc toute la drogue qui part, qui rentre dans le pays via le port d'Anvers, etc. Aujourd'hui, il y a seulement un conteneur sur 40 qui est contrôlé, donc ça c'est vraiment un vrai problème d'une part, et d'autre part aussi à Bruxelles, effectivement, il faut des policiers de terrain qui sont là en permanence. Souvent, une discussion vaut mieux... elle arrange aussi beaucoup de choses quand les personnes connaissent. C'est des policiers qui doivent aller à la rencontre des toxicomanes qui sont sous influence, ou on doit avoir d'autres outils? Sophia Benani et puis après Fabien Minguin, là-dessus. Sur vraiment la façon dont on réagit si quelqu'un vous dit, moi, comme la dame que Manon Vidal a rencontrée, moi, j'ose pas aller dans telle station de métro parce qu'il y a une bande de tox qui est là en permanence. Non, mais ça elle a absolument raison dans les métros. Mais donc, qui va à la rencontre de ces gens? Mais oui, mais c'est une maladie. Et il faut prendre en charge comme une maladie. Et donc, à un moment donné, ces gens doivent être dirigés vers des hôpitaux afin d'être soignés. Il ne faut pas considérer... Qui les dirige vers les hôpitaux? Qui la région bruxelloise envoie-t-elle? Est-ce qu'elle demande à la police de le faire, ou est-ce qu'on fait appel à des structures qu'on a déjà, ou on en crée? Non, on fait appel à des structures qu'on a déjà. La police peut servir d'accompagnement au cas où il faut déplacer les gens, mais à un moment donné, la toxicomanie, c'est une maladie. Et on doit aider les gens à se soigner et à aller mieux. On ne peut pas stigmatiser les gens en leur donnant des sanctions administratives communales pour qu'ils arrêtent de consommer. Ces gens sont dépendants, c'est un problème. Fabien Minguin, et puis Écolo, et puis le PS qui ont les trois demandé la parole, presque dans l'ordre. Dans les compétences régionales, oui, on doit renforcer ce qu'on fait en termes de prévention, même si c'était aberrant d'avoir régionalisé la prévention de la santé, sachant que la santé aurait dû rester une compétence fédérale. C'est les affres de la 6e réforme de l'État que tous mes collègues ici, à l'exception du PTB, ont voté et qui aujourd'hui nous disent tous ça ne marche pas. Mais donc oui, renforcer la prévention. Deux, par contre, et il y a de nouveau, Bruxelles a fait les choses. À l'initiative du bourgmestre, nous avons mis en place à la ville de Bruxelles et dans d'autres zones de police des brigades mixtes, police, secteur de la santé, pour aller à la rencontre des personnes. Vous direz que ça porte déjà ses fruits? Alors, on vient de le lancer, donc il faut le temps de l'évaluer, mais oui, c'est pas à la police d'aller gérer des cas qui sont aujourd'hui de la santé ou des cas psy, et il faut pouvoir les désengager. 3, là aussi, des politiques qu'on a eu le courage de mener, les salles de consommation à moindre risque, pour faire en sorte que la consommation de drogue ne se fasse plus en rue, dans les stations de métro, et que ces gens qui aujourd'hui ont une consommation problématique de drogue soient après ça raccrochés dans des parcours socio-sanitaires. C'est comme ça qu'on va pouvoir gérer sur la partie santé ce phénomène. Puis il y a la partie justice qui, là, ne dépend pas directement de la région bruxelloise. Vous êtes député bruxellois. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme parlementaire? Ça doit être quoi? Ça doit être une résolution? Ça doit être une ordonnance? C'est en posant des questions à qui, sur quoi, qu'on peut donner un élément de réponse à la dame qui interpellait Manon Vidal et qui sans doute nous regarde, certainement d'ailleurs. Mais moi je crois que la réponse doit être double. Donc il y a effectivement la région a commencé à mettre en place et à étudier la mise en place des salles de consommation à moindre risque. C'est super important. Ça permet, donc moi j'habite à Ribeaucourt, donc c'est quelque chose que je vois tous les jours. Et qui ne sait pas, qui prend du temps à se résorber forcément. Et en fait, donc ce qu'on voit sur le terrain, c'est que on assiste à des drogues de plus en plus dures, notamment le crack, qui crée des comportements vraiment très dangereux. Et donc
à l'initiative notamment d'Alain Marron, mais il y a eu tout un travail pour descendre dans les stations, financer des projets pour aller à la rencontre des personnes qui consomment et essayer de ne pas avoir une attitude criminalisante par rapport à eux, mais bien de les traiter comme des personnes qui ont besoin d'aide et qui ont besoin qu'on les accompagne. Ça, je pense que c'est par la prévention que ça passe et par la prise en charge de ces personnes. Et alors aussi d'avoir quand même de la considération pour les personnes qui travaillent dans le secteur aujourd'hui de la prévention aux drogues. J'ai des amis qui font ça, c'est hyper violent comme métier, c'est des métiers qui sont très mal payés c'est à la région aujourd'hui. de financer ces organismes-là, mais de renforcer en fait le statut des travailleurs et travailleuses qui prennent des risques, même parfois pour leur vie, vu la violence des publics qu'ils fréquentent sur le terrain, qui sont épuisés, qui font 2-3 années, puis après qui changent de secteur. Et donc en tout cas, de les accompagner, de les outiller, de renforcer les équipes, ça ce serait déjà aussi quelque chose d'intéressant. Et je crois que vraiment c'est par le terrain qu'on arrivera à améliorer les choses, et surtout pas en mettant les gens en prison. Ça ne change rien. Enfin, on le voit bien, au contraire. Donc moi dans mon quartier, il y a souvent des centres de flics et des personnes qui sont arrêtées et mises dans des paniers à salade et puis pouf, elles reviennent 4-5 jours après. Elles ne reviennent pas tout à coup à arrêter de consommer, à arrêter de dealer. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est la lutte contre les narcotrafiquants en Belgique, tout le blanchiment d'argent et tout ce qui encadre en fait la consommation. C'est pas les petites personnes qui dealent mais là, du reconnaissez cannabis. qu'on est au-delà des compétences bruxelloises. Oui. Mohamed Mais ça Ouriagli, existe. je vous le dis toujours, mais soyez bref parce que vous avez une vraie avance sur les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire que les autres n'ont pas encore proposé? Dans les compétences. Il y a dans les compétences bruxelloises, puisque le ministre-président. Donc, sur la prévention, tout a été dit. Et sur la lutte contre les trafiquants de stupéfiants, là, il y a le ministre-président qui a mis en place une coordination au niveau de Save Brussels et les polices locales, où il a repéré tous les hotspots et les quartiers les plus chauds. Et là, tout est mis en place tout récemment pour pouvoir lutter justement contre ce trafic de drogue. Alors, je retourne du côté de l'opposition. Loubna Azgout, vous trouvez que ce que la majorité d'y avoir mis en place fonctionne? Vous êtes convaincu ou avec le MR, on ferait plus? Non, moi je crois qu'il ne faut pas être naïf. C'est quand même, je pense que les narcotrafiquants aujourd'hui ont pignon sur rue à Bruxelles. Il y a 46 fusillades depuis le mois de janvier. Donc à un moment, je pense qu'il faut pouvoir agir. Alors, on a parlé de la justice tout à l'heure. Il faut pouvoir appliquer les peines. Il faut juger plus sévèrement. Je pense que voilà. Ça, c'est vraiment une compétence fédérale. Oui, je sais, mais par contre, l'une ne va pas sans l'autre. Voilà, Bruxelles dépend aussi de ça. Il faut pouvoir avoir plus de policiers sur le terrain, mais aussi par rapport justement aux toxicomanes. Aujourd'hui, il faut 6 mois pour avoir un premier rendez-vous chez le psychiatre, quand on veut s'en sortir. Et là, je pense qu'il faut pouvoir investir justement dans la prévention, mais au-delà de la prévention, dans les soins aussi. Aujourd'hui, si on veut mettre les toxicomanes en cure de désintoxication, c'est juste le parcours du combattant. Donc il faut pouvoir les aider là aussi. Manon Vidal, au PTB, on a quelque chose d'autre, de plus à proposer que ce qui a été mis en place? Peut-être pour clarifier un petit peu, je suis 100% d'accord avec des interventions qui ont eu lieu ici, de dire que c'est avant tout une maladie, ce n'est pas quelque chose qu'il faut effectivement stigmatiser, et donc effectivement le fait d'envoyer en prison, envoyer en prison, effectivement les personnes reviennent, etc. C'est pas une solution. On est 100% d'accord. On est 100% d'accord avec ça. Il faut leur donner l'alternative. Est-ce que vous avez, je reviens avec ma question, désolé, je suis assistant. Est-ce que vous avez quelque chose de plus à proposer que ce qui a été... Madame Benani nous dit que oui. Mais, ce qui a été dit, justement, la levée du secret bancaire, c'est aussi quelque chose de très important. C'est comme ça qu'on a arrêté Al Capone. Et donc ça, c'est vraiment une compétence. On suivra votre carrière quand vous serez à la Chambre, mais là, vous êtes candidate au Parlement bruxellois. Sophia Benani, qu'est-ce que vous pouvez proposer chez les engagés? Moi, je voulais réagir au propos de M. Ouriagli qui défendait le bilan de son gouvernement, et ça, je comprends tout à fait. Mais les problématiques liées au narcotrafic, c'est pas né hier, c'est pas né au moment des fusillades. Ça fait 4-5 ans qu'on a des bandes de Marseillais dans certains quartiers qui prennent le pas, et à un moment donné, je trouve que Bruxelles, et même le ministre-président, je suis désolé, a réagi trop tardivement. Voilà. Il prend cher la on est injuste. C'est là où je vais... je voudrais vous entendre là-dessus. Je vais un peu pondérer ce que je dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fédéral a choisi de plus investir vers Anvers que vers Bruxelles. Bon, sur le rôle de Rudy Vervoort et son bilan en matière de sécurité, Mohamed Ouriagli. Ici, on parle bien de la nuit, je le rappelle. Ok, non, mais le trafic de drogue, ça existe depuis très très longtemps, effectivement. Mais ici, c'est tout récemment quand même. Les fusillades qu'on voit, c'est quand même récent. Ce qui se passe à Anvers, c'est quand même récent. Il ne faut pas quand même tourner autour du pot. Il a ce qui s'est passé récemment. Et là, Vervoort, dans sa qualité sécurité en tant que ministre-président, il a réagi comme il fallait. Mais ça date, c'est récent. Il ne faut pas dire que ça date d'il y a des années. Mais le trafic de drogue, ça effectivement, ça existe depuis très longtemps.
Et ça, on lutte au niveau localement. Je pense qu'à la police de Bruxelles, on a quand même une cellule quand même assez efficace. Il y a tout un travail qui se fait et on a démantelé, même encore récemment, pas mal de réseaux. Il y a un vrai travail qui se fait au niveau de la police. Ça, je pense quand même qu'on peut quand même Est-ce qu'on peut améliorer la coordination entre les zones de police ou est-ce que vous estimez que ça fonctionne comme ça doit fonctionner Ça devrait fonctionner mieux. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a créé CF Bruxelles au niveau régional et je pense que ça devrait quand même fonctionner mieux entre les zones de police. Fabien Maguin. Ça fonctionnerait mieux si on avait les 900 policiers qui manquaient à Bruxelles. Par contre, ce que je dis aussi, c'est, je prends l'exemple de la ville, aujourd'hui, sur tous les actes qui ont lieu, donc fusillades, coups de couteau sur le territoire de la ville depuis le début de l'année, qui contribuent quand même à insécuriser 100% des auteurs ont été identifiés, quasiment tous ont été arrêtés. Par contre, je la suite de police locale. Par contre, niveau jugement, zéro. C'est toujours le problème de la justice. Et donc, on arrête de me dire que c'est les polices locales qui font pas assez, qu'il faut fusionner les zones, enfin, tous les broles qu'on peut nous sortir. Il n'y aura pas de sécurité à Bruxelles s'il n'y a pas les moyens pour la justice. C'est une compétence fédérale que le fédéral s'occupe enfin de Bruxelles. Du côté du MR, on reconnaît que le fédéral n'a pas fait tout ce qu'il pouvait pour sa capitale ? Je ne vais pas dire ça, ce que je vais dire surtout, c'est par rapport à l'application des peines, parce que le débat de ce soir, c'était le monde de la nuit. C'est le monde de la nuit, voilà, et aussi le harcèlement des femmes. Il faut savoir que sur 100 plaintes déposées pour viol, il y a juste 1% des plaintes qui a une condamnation. Et ça, la région a mis en place des choses pour sensibiliser les policiers. Avant de passer à votre engagement pour la législature prochaine, on va revenir là-dessus. Qui estime qu'on doit encore faire, ne me dites pas juste plus, encore autre chose que ce qui a été mis en place, ou simplement il faut laisser percoler ce qui a été lancé en termes de sensibilisation dans les commissariats. Margot Deré, et puis on ira de l'autre côté. Je crois qu'il y a un énorme enjeu effectivement à compléter l'attirail qui a été mis en place, puisque donc on a ajouté le consentement dans la loi. On a pour la première fois dans un pays européen une loi anti-féminicide qui a été mise en place. On a ces centres de prise en charge des violences qui sont là. Et donc en fait, il faut travailler sur ce chiffre noir en matière de violences sexuelles qui est le fait que les personnes n'osent pas porter plainte et donc avoir ce maillon de la chaîne qui viendrait être complété. Alors, comme je ne vais pas dire, comme mes collègues, qu'il faut évidemment refinancer la justice, mais il faut aussi, en fait, renforcer le maillon qui permet aux personnes, et ça pourrait être aussi dans les développements régionaux, mais renforcer l'accès à la justice pour les personnes, donc travailler pour qu'elles soient bien orientées, qu'elles aient des personnes, notamment qui font de la sensibilisation, qui vont leur expliquer comment ça marche. C'est pas pour rien, par exemple, qu'avec les centres d'accueil de violences sexuelles à Bruxelles, on a fait augmenter très fort le pourcentage de femmes qui vont porter plainte auprès de la police, en fait. C'est parce qu'il y a eu une attention particulière à cette question-là et qu'on a voulu casser à un moment donné la chaîne. Manon Vidal, après on passera à la promesse, mais il y a encore trop de difficultés aujourd'hui. On peut faire quoi concrètement pour que des victimes d'agressions, de violences, de harcèlement franchissent la porte qui leur permettra de déposer plainte? Mais je pense effectivement, on en a un petit peu parlé déjà ce soir à plusieurs reprises, mais il y a vraiment une libération de la parole. Donc ça, c'est déjà un truc qui est hyper important. Maintenant, les victimes essayent de ne plus se taire. Malheureusement, il y a encore une grande part des victimes qui n'arrivent pas à parler parce qu'effectivement, quand on est victime d'une agression sexuelle ou autre, on a peur effectivement de se rendre dans un commissariat, d'être mal reçu, etc. Il y a encore beaucoup de clichés aussi par rapport à ça. C'est des clichés ou c'est réel? Je pense qu'il y a une part de réel, effectivement. Il y a vraiment une part de réel. Et donc, on parlait tantôt aussi de la cellule EVA, qui est une cellule justement dans la police avec des policiers et des policières formés vraiment à ces questions des violences sexistes et sexuelles, qui sont là pour recueillir la parole des victimes. C'est vraiment génial que ça existe. C'est encore trop peu connu aussi au sein des commissariats, etc. Il n'y a pas très longtemps, j'ai appelé pour une amie qui malheureusement s'est fait agresser. J'ai demandé la cellule EVA. Je vois pas de quoi vous parlez, madame. Donc, c'était quand vous avez appelé il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Je ne veux pas donner de détails spécifiquement. Il faudrait développer ces EVA, effectivement. C'est ça. Donc je pense qu'il faut vraiment développer. Il faut aussi vraiment informer la population que ce genre de service existe. Parce que c'est vraiment essentiel. Il faut former aussi, parce que le problème, c'est qu'il y a des femmes qui arrivent à la police pour dire voilà, j'ai été harcelée par telle personne dans la rue, j'ai pris la plaque d'immatriculation. Des choses qui ont été mises en place sous la législature qui s'agit. Oui, mais on les a couvertes. On prend la plaque d'immatriculation et la personne à la police fait qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà l'application réelle de la loi Milquet, quoi. Il nous reste 8 minutes dans ce débat et il y en aura au moins 2, voire 3 qui seront prises par le débriefing de Geoffroy Fabré. Donc vous allez maintenant arriver à votre dernier tour de parole. Ce sera un engagement pour les 5 ans à venir. Et là, il faudra vraiment être très régional. Jingle.
Mohamed Ouriagli pour le Parti Socialiste, un engagement en matière de Bruxelles la nuit. On a parlé sécurité, on a parlé offres festives, on a parlé cohabitation entre les uns et les autres. À quoi vous pouvez vous engager si vous êtes de nouveau parlementaire ou si votre parti est dans la majorité? Oui, donc notre débat, c'est le monde de la nuit et je pense que la sécurité, c'est un droit fondamental pour les gens. Et moi, j'aimerais qu'on ait un label de sécurité pour tous les établissements. Donc j'œuvrerai en tout cas pour aller dans cette direction-là et discuter en concertation avec les établissements, pouvoir les former, les sensibiliser et à obtenir ce label de sécurité. Loubna Azgoud, pour le mouvement réformateur, une promesse, un engagement pour les 5 ans à venir? Alors moi, forcément, dans mes propositions, j'avais déjà la sécurité des femmes à Bruxelles. Pour moi, c'est primordial. Et donc, de pouvoir travailler avec les établissements, avec la police, justement, qu'ils puissent être sensibilisés, formés, étendre, justement, les cellules EVA à chaque commissariat. Et aussi, de pouvoir, bien sûr, soutenir et on a parlé d'éducation tout à l'heure, mais c'est primordial pour moi, la prévention et la sensibilisation. Fabien Minguin, une promesse au nom du parti Défi. Si on veut vraiment trouver ce point d'équilibre en ville entre habitabilité de la ville et faire vivre la ville et de trouver ce point entre gestion donc, des lieux de sortie et sécurité des femmes, je crois que j'essaie de généraliser le plan que la ville a mis en place sur Rien sans mon consentement et la charte de la vie nocturne à l'ensemble des lieux de vie nocturne serait pour moi une priorité. Margot Deré, vous êtes celle qui est le plus en avance, alors soyez bref, s'il vous plaît, une promesse pour les 5 ans. Alors c'est de prendre en charge la question des agresseurs, notamment en finançant des associations qui, comme Praxis, prennent en charge des personnes qui sont auteurs de violences, parce qu'aujourd'hui on protège de mieux en mieux les victimes, on essaye aussi de travailler sur la question des témoins et donc il manque un dernier maillon. Manon Vidal, une promesse pour les 5 ans à venir si vous êtes député? Plus de transport nocturne. On est aujourd'hui l'exception au niveau de l'Europe, à Madrid, à Barcelone, à Paris, à Copenhague, etc. Je ne comprends pas pourquoi pour le moment on n'a toujours pas ce type d'offre. On veut justement y aller étape par étape, remettre tous les noctis qui ont été malheureusement supprimés. Les trams qui fonctionnent 24 heures sur 24, c'est aussi une manière aussi de sécuriser justement pour les femmes, les jeunes femmes qui sortent, pour qu'elles rentrent chez elles de manière sécure. Et pour qu'on vous comprenne bien dans votre objectif, cette offre 24-24, vous avez cité les trams, c'est aussi le métro en sous-sol, parce que c'est sorti dans le débat, c'est aussi ce qui est parfois moins sécurisant, parce que plus profond, plus long à accéder. C'est ça, mais donc je pense que ça doit toujours aller de pair avec justement le fait d'avoir une présence humaine en station vers qui on peut se tourner en cas de problème. Sophia Benani, vous, députée bruxelloise, ou votre parti de retour au gouvernement, un engagement pour les engager pour les 5 ans à venir? La volonté de faire ville ensemble, c'est-à-dire à la fois allier une vie nocturne bruxelloise et à la fois allier une qualité de vie pour les riverains. Pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Assurer une sécurité dans la ville, ne plus avoir peur d'être en ville, de se balader en ville et évidemment partir vers des transports en commun 24 sur 24, avoir les modalités. Je ne pense pas que le métro, ce sera possible. Avoir quelle modalité de faire en sorte que pour avoir une vie nocturne, mais ce n'est pas uniquement sortir, c'est également les travailleurs, c'est faire en sorte qu'on puisse vivre à Bruxelles la nuit, mais vivre en sécurité. Merci à tous les 6. Vous n'êtes pas encore tout à fait libérés. Il vous reste à subir, si je puis dire, le débriefing de Geoffroy Frabré. Il sera évidemment sans concession. Geoffroy, vous avez suivi ce débat. On a parlé sécurité, on a parlé mobilité, on a parlé fête, on a aussi parlé tranquillité, vie de quartier et même parfois de compétences fédérales. Qu'est-ce que vous retenez des différents échanges? Eh bien, ce que je retiens, c'est qu'il y avait une excellente ambiance sur le plateau. Rarement, j'ai entendu un débat avec autant d'accords, des phrases « je suis d'accord avec mes collègues, je rejoins tout à fait l'avis de mes collègues, je suis 100% d'accord avec l'avis de mes collègues », ont été beaucoup entendus. Balance ton bar. Tout d'abord, tout le monde, évidemment, est content que ce mouvement soit apparu. Tout le monde affirme qu'il faut plus de présence, de sécurité sur les lieux de fête. Peut-être une petite dissonance du côté de Manon Vidal pour le PTB qui dit qu'en 3 ans, rien n'a changé. Sophia Benani qui rejoint un peu avec les engagés pour dire qu'elle emmène n'importe quelle femme à 1h du matin sur le piétonnier. Ça ne se passera pas bien du tout. Fête et quiétude. Il faut un équilibre. Je l'ai entendu 6 fois. Tout le monde est d'accord. Alors, début de petite polémique, des filles qui reprochent aux engagés sous la législature précédente d'énormes de bruit sans tenir compte d'une cartographie de la fête à Bruxelles. Et c'est un petit pétard mouillé parce que la réponse de Sophia Benani a été simple. Vous étiez autour de la table, vous n'avez rien dit. Puntan de Lane, la polémique est terminée. L'attitude des lieux de fête a aussi donné lieu à une petite polémique entre Sophia Benani à nouveau et Loubna Azgoud. Loubna Azgoud qui dit qu'il ne faut pas stigmatiser les lieux de fête qui stigmatisent, ou en tout cas qu'on accuse de stigmatiser
changer. Pour Sophia Benani, c'est clair, vous défendez les lieux de fête où vos élus vont, et elle l'a visé sans le dire, on peut le dire, les jeux d'hiver notamment, ce qui est totalement faux d'après Lubna Azgoud. Il ne faut pas stigmatiser ces lieux. Alors au niveau des transports, tout le monde est d'accord, il faut augmenter les transports la nuit. Alors là, quasi tout le monde d'accord aussi, il faut augmenter Collecto, il faut augmenter Noctis, sauf pour le PTB. Là, pour le PTB, il faut les transports gratuits 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui n'a pas manqué de faire réagir Fabien Minguin pour Défi en disant ça c'est bien le PTB, des promesses et vous ne pouvez pas les tenir, c'est impossible. Alors une petite cote globale aussi pour les pouvoirs publics au niveau de la fête. Vous avez demandé, Michel, de coter. Eh bien j'ai fait la moyenne générale, 7,25 sur 10 pour les pouvoirs publics au niveau de la fête. C'est un beau résultat, ça allait entre 6 et 8 sur 10, donc on était assez d'accord. Et alors un nom qui est revenu, tout le monde, presque autour de la table, connaît Mounir Larissi. Sophia Benani nous dit « Je le connais très bien, il s'habille très bien. » Et là, Lubna Azgoud, mais je le connais aussi. Mohamed Ouriagli, mais je le connais aussi, je suis étonné. Les trois autres ne le connaissent pas. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais visiblement, troisième sur la liste des engagés. Il faut le connaître. Alors, bel effort aussi, Michel Gaillard, je terminerai par là. Vous avez tenté quand même de dire maintenant, il faut trancher. Est-ce qu'on fait la fête? Est-ce qu'on peut dormir tranquillement à Bruxelles? Je veux qu'on tranche. Personne n'a tranché, tout le monde était d'accord. Donc un débat avec beaucoup d'accords, beaucoup de bienveillance et très peu d'anicroche. Débat agréable à suivre. Merci à tous. Merci Geoffroy Fabré pour cette analyse. Merci à tous les 6. Voilà, il vous reste quelques jours pour faire campagne. On reparlera évidemment de Bruxelles demain, mais on se projettera. Je vous l'avais promis pour aujourd'hui, ce sera pour demain. Bruxelles en 2050, il sera question d'urbanisme, à quoi ressembleront nos logements. On parlera aussi du vivre ensemble. Comment nous mélangerons-nous, nous tous les Bruxellois qui habitons et qui aimons cette région. Et puis, n'oubliez pas, on vous en parle déjà, l'édition spéciale de BX1, ce sera dimanche, le jour des élections, prise d'antenne direct depuis les QG de parti, les déclarations en direct, le débat des têtes de liste, mais tout ça, on vous le détaillera. Il vous reste encore quelques jours pour faire votre choix. On espère vous avoir aidé sur les questions nocturnes. Belle fin de journée, à bientôt sur BX1.